Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Fait Main, le podcast qui part à la rencontre des entrepreneurs créatifs. Je m'appelle Mélanie, j'adore les arts créatifs et je suis heureuse de partager avec vous mes conversations avec des créatrices et des créateurs que vous suivez peut-être comme moi sur Instagram. Qu'ils créent avec du papier, du tissu ou de la laine, avec des crayons, des aiguilles, des pinceaux ou d'autres outils, découvrir leur parcours et les coulisses de leur entreprise créative est un régal d'inspiration. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Justine, qui a créé Les Petites Porcelaines. Dans cette conversation, Justine partage avec nous son parcours scolaire qui l'a menée jusqu'au métier de potière qu'elle exerce depuis une dizaine d'années. Elle raconte comment elle a réussi à auto-éditer son livre, Potière, en quelques mois seulement. On a parlé évidemment de la manière dont elle vend ses collections, de la place d'Instagram et d'Internet dans son activité. Et on a également beaucoup parlé de développement d'entreprise et de consommation raisonnée. Justine a eu une vraie réflexion sur le sujet et c'était passionnant de comprendre son cheminement et de découvrir son état d'esprit. Bonne écoute! Bonjour Justine, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et bienvenue sur le podcast Fait Main. Bonjour, merci pour ton invitation, je suis très heureuse d'être là. Écoute, et moi aussi. On va parler aujourd'hui de céramique, de poterie, de terre, de choses comme ça. Comme je te disais il y a 3 secondes, je n'y connais rien du tout. Donc voilà, tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu les différences entre tout ça. Et puis pour démarrer, ce que je te propose, c'était de te présenter en quelques mots. Alors je m'appelle Justine, j'ai 32 ans. Je vis et je travaille dans le sud de la France à Vallauris et je suis potière depuis un peu plus de 10 ans. J'ai mon atelier boutique, donc je suis installée, je suis posée. Là, j'ai déménagé il y a pas longtemps, ouais. Mais voilà. Très bien. Et surtout, je suis potière, je fabrique de la vaisselle en porcelaine. Alors, tu dis que tu es potière, donc ça veut dire que tu fais de la poterie. Par contre, c'est quoi la relation entre la poterie et la céramique? Est-ce qu'on peut être potière et travailler une autre matière, un autre type de terre? Alors, comme beaucoup de choses dans la céramique, il n'y a pas de définition précise, il n'y a pas de choses précises. Moi, personnellement, je ne fais pas de vraie différence entre être potier ou céramiste, entre la poterie et la céramique. On pourrait en faire une dans le sens où le potier, c'est vraiment le travail du tour et c'est la fabrication de pièces utilitaires. Et le céramiste, ça va être plus le travail de la terre, mais peut-être plus le modelage et tout ça, et des pièces uniques. Mais on peut aussi faire des pièces uniques sur le tour et on peut aussi faire de la vaisselle utilitaire en faisant du modelage. C'est pour ça que, voilà, pour moi, il n'y a pas vraiment de différence. Mais j'aime bien l'appellation poterie et potière parce que je trouve qu'il y a vraiment une histoire derrière. C'est un vieux mot, un vieux métier. Et moi, je préfère utiliser le terme potière. Ouais. D'accord. Et d'ailleurs, ça me fait penser que c'est le titre aussi de ton livre que tu as auto-édité, je crois. Bon, on en reparlera un petit peu après. On va peut-être démarrer par comment tu es arrivée à ce métier de potière. Il y a très longtemps, puisque vers l'âge, je crois, de 12 ans, j'étais au collège et ça m'est tombé dessus vraiment par hasard. J'étais chez une copine un après-midi, des profs devaient pas être là, je sais pas. Et on jouait ensemble, puis tout d'un coup, elle me dit, écoute, faut que tu rentres chez toi parce qu'en fait, j'ai mon cours de céramique. Et puis, je crois que c'est sa maman qui lui a dit, écoute, Justine, t'as qu'à aller avec elle. Et puis, comme ça, t'essayes aussi la poterie. Et j'ai jamais arrêté. En fait, j'ai adoré tout de suite. La prof de poterie était géniale. Et après, j'ai continué pendant mon collège à prendre des cours régulièrement. Et à un moment, on nous demande au collège qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie. Et j'ai ma sœur qui était dans un lycée professionnel qui était en art appliqué. Et c'est un lycée en fait où il y avait une formation céramique que j'ai découvert lors de portes ouvertes où j'ai juste été voir ma sœur, mais en fait mes parents qui savaient aussi que j'aimais la céramique, on a tous découvert qu'il y avait ce pôle céramique. Et voilà, j'ai demandé au collège, j'ai dit voilà, moi je veux faire un CAP céramique, donc ça n'a pas du tout fait l'unanimité auprès de mes profs. Heureusement, mon prof de sport m'a été vachement motivé et tout. Il m'a dit ok, il y a pas de souci. Il m'a fait faire 2 jours, je crois, où je suis restée dans ce lycée à faire de la céramique pour voir si vraiment ça me plaisait. Et en effet, j'ai adoré. Et donc après, je suis partie là-dedans. Donc j'ai fait un CAP tournage en 2 ans. Ensuite, j'ai fait un brevet des métiers d'art en 2 ans et un DMA, un diplôme des métiers d'art en 2 ans. D'accord. Voilà. Et alors, c'est marrant, enfin c'est pas marrant, c'est triste, mais à quel point l'orientation au collège enfin oui, même c'est souvent au collège,
ça peut être compliqué, quoi. Et t'es pas la première personne à me dire qu'en fait, tu vois, de ne pas avoir été aidée en fait dans cette orientation qui Ah ait fait ouais. ce choix. C'est dingue, Alors que, ça. et heureusement, j'ai eu beaucoup de chance parce que à la fois, bon, mon papa est artisan, donc le milieu de l'artisanat l'inquiète pas, lui fait pas peur, comme certains parents qui peut-être seront salariés, ils vont avoir peur pour leurs enfants, ça les faisait pas peur. Et mes parents, ils nous avaient toujours dit avec ma sœur, vous faites ce que vous voulez dans la vie, tant que vous bossez, vous faites ce que vous voulez. Et moi, je me souviens même, j'ai été voir une conseillère d'orientation parce qu'à l'époque, c'était obligatoire, on devait aller la voir. Moi, je comprenais pas parce que je savais très bien ce que je voulais faire. Et je lui dis, bah voilà, je veux faire le CAP céramique, donc dans le lycée d'Antibes, qui est un lycée qui est à 10 kilomètres de mon collège à peu près. Et elle était pas du tout au courant qu'il y avait cette formation qui existait. Donc déjà, bah, en tant que conseillère d'orientation, elle était vachement bien. Et puis les profs, en fait, ils voulaient absolument que j'aille en seconde générale. Et alors que en fait mon dossier on voyait bien j'avais 12 de moyenne, mais j'avais 12 de moyenne parce que j'avais 20 en arts plastiques, 20 en musique et 20 en technologie, voilà. Sinon et c'était évident quand on regardait mes bulletins que non, il fallait surtout pas que j'aille en général, il fallait que j'aille sur autre chose. Mais en plus je voulais faire un CAP, donc le terme CAP autant j'ai l'impression qu'en ce moment ça va mieux, mais il y a des années le CAP c'était pour ceux qui en fait étaient soit délinquants, soit savaient pas ce qu'ils voulaient faire, soit allaient rater leur vie. Alors qu'en fait, c'est juste que c'est autre chose, c'est différent. C'est ça. Ouais, mais c'est assez dingue parce qu'effectivement, on a tout. Enfin, je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est effectivement. Tu sais, quand on dit CAP, ça fait un peu voie de garage. Tu sais, il y avait ce terme qui était un peu associé au CAP, au BEP, etc. Et alors que c'est juste des activités plus manuelles. Et ça n'a pas de lien en fait. Mais et en plus, moi je trouve que c'est le système de l'éducation nationale qui a donné cette mauvaise réputation au CAP parce que moi par exemple je suis arrivée en CAP céramique hyper motivée et je me suis retrouvée avec des gens qui le premier jour ne savaient pas ce que c'était, où ils arrivaient, parce qu'en fait c'est juste que le CAP céramique où j'étais, c'était limite tous les cas on va dire où on savait pas où les mettre, où ils n'avaient pas été pris en CAP coiffure, où voilà, je me suis retrouvée avec des gens qui ne savaient pas forcément lire, qui ne savaient pas bien compter. Alors après c'est devenu mes amis et je les adore, mais voilà, à chaque fois c'est un peu la poubelle en fait de ceux à qui on sait pas trop les mettre, on les met en CAP et c'est vraiment nul en fait de faire ça pour l'éducation nationale quoi. Au lieu de diriger bien les gens, ils se disent bon on a le CAP qui est là pour les gens qui voilà ne sont pas très débrouillards et qui ne correspondent pas aux critères qui sont bien pour l'éducation nationale. Ouais. Non, mais c'est un vrai problème. Mais bon, comme d'autres choses dans l'éducation nationale, visiblement, je sais qu'il y a pas mal de profs qui écoutent le podcast. Donc voilà, on est tout de cœur avec vous. On sait que c'est compliqué, donc bon courage. Si c'est pas simple, on pense bien à vous. Ouais. Et encore plus en ce moment, évidemment, c'est encore plus compliqué, je crois, d'être prof. Donc bon, t'as pas été aidée, mais finalement t'as quand même été directement parce que le pire que tu aurais pu avoir, c'est finalement devoir attendre une reconversion, tu vois, à 35-40 ans, en te disant bon bah finalement en fait je vais vraiment faire maintenant ce que j'ai envie de faire et t'orienter vers ce métier maintenant. Bon donc du coup toi tu as suivi le cursus, le bon cursus pour faire ce métier. Et donc avec différentes étapes de diplôme, etc. Et ensuite, tu as été un peu salariée ou tu t'es tout de suite mise à ton compte? Alors moi j'ai beaucoup travaillé les étés depuis que j'ai 17 ans je crois. J'ai fait plein de petits boulots différents. J'ai été animatrice dans des centres aérés, j'ai été vendeuse dans des boutiques de fringues, dans des boutiques de sport. Voilà, j'ai fait beaucoup de petits boulots et c'était très bien parce que à chaque fois que je faisais ces boulots, je me disais c'est cool, je sais que je vais pas faire ça. Alors, j'ai adoré être animatrice en centre aéré, hein, mais tout ce qui était boulot avec un patron, avec quelqu'un qui me donne des ordres, je détestais ça. Et à chaque fois, je me disais c'est cool parce que dans quelques années, je sais que je serai artisan, je sais que je serai à mon compte et ça me rassurait parce que ça me motivait énormément. Quand j'ai été diplômée, donc à la fin, alors j'ai même pas passé mon diplôme, mais quelques semaines avant de le passer, mes profs sont venus me voir. Alors mes profs, j'ai eu les mêmes profs pendant 6 ans. Des profs incroyables qui m'ont fait voyager, qui m'ont ouvert les yeux, qui m'ont appris ce travail de céramiste et enfin voilà, c'est grâce à elles que je suis là. Si j'avais eu d'autres profs, je sais pas si j'aurais continué.
Et elles sont venues me voir, elles me disent, bah voilà, écoute, l'année prochaine, il y a une des profs de CAP tournage qui s'en va, il y a besoin de la remplacer, est-ce que tu veux être prof? Et, et moi, je sais pas si j'avais 20 ou 21 ans. Pour moi, je voulais tout de suite, je cherchais déjà un atelier en plus, parce que je me disais, bon, au pire, j'ai pas mon diplôme, mais c'est pas grave, je sais faire de la poterie, donc c'était le principal. Et je m'étais dit, mais je veux pas du tout être prof, moi, c'est pas du tout mon but de vie et tout. Donc bon, évidemment, j'en ai parlé à mes parents qui, même s'ils nous ont toujours dit, vous faites ce que vous voulez, je pense que mes parents ont quand même toujours flippé de mon travail. Parce que quand j'ai fait pas mal de stages, les potiers, c'est pas les gens les plus riches du monde. Donc, c'est sûr que des parents, ça les inquiète. Donc, quand je leur ai dit ça, ils m'ont dit tout de suite, oui, oui, tu acceptes. Oui, tu deviens prof. Si, tu as envie. Tu te souviens pas, tu avais envie de devenir prof. Voilà. Donc, finalement, ça tombait bien parce que entre temps, j'ai trouvé un atelier qui s'est libéré. Voilà, j'ai été diplômée donc en fin juin. J'ai déposé un dossier donc en juin pour avoir mon atelier. Finalement, j'ai eu mon atelier au mois de mai de l'année d'après. Donc ça tombait bien parce que finalement j'ai été prof. Donc j'avais un salaire qui tombait et ensuite pendant une année j'ai cumulé mon atelier et mon boulot de prof. D'accord. Et après j'ai arrêté le professorat. D'accord. C'était pas du tout ma vocation pour me mettre à temps plein à mon atelier. Ouais. Et puis en plus, du coup, tu avais enfin, je vais dire des étudiants, mais ils ont pas encore. Enfin, oui, si ouais, bon, bref, des élèves. Tu avais des apprenants, des élèves qui étaient forcément, comment dire, enfin. Ils me connaissaient. Moi, je suis arrivée le premier jour. En plus, ils m'ont fait rentrer, je sais pas pourquoi, au rectorat, ils ont mis beaucoup de temps, mais je suis arrivée genre fin septembre, début octobre. Et je suis arrivée dans l'atelier, parce que c'est des grands ateliers, hein, c'est pas juste une salle de classe. Et coucou Justine, qu'est-ce que tu fais là? Bah en fait, je suis votre prof, quoi. Donc vous me voyez, puis vous allez m'appeler madame. Ben voilà, il y avait une proximité et j'avais des élèves interclasse. qui avaient il y avait des élèves qui avaient presque mon âge. Enfin, c'était mais c'était super parce que moi, comme j'étais encore immergée dans le lycée, je me souvenais des ressentis des élèves et tout ça. Donc voilà. Et puis bon, la céramique, être prof de céramique, c'est pas être prof de maths. Enfin, c'est pas la même manière. Le déroulement des cours, c'est des sessions de 3 ou 4 heures. C'est. Oui, puis c'est pas la même préparation sans doute. T'as peut-être pas besoin d'avoir de la méthodologie comme un prof qui doit mener sa classe. Alors, l'éducation nationale essaye quand même de faire ça parce que tout est il y a un référentiel où on est censé chaque cours est censé apprendre quelque chose de très précis et tout, chose que j'ai pas du tout suivie parce que le référentiel devait dater des années 70, je pense, le référentiel CAP céramique où tout était. Alors j'étais prof de déco et prof de tournage et la décoration c'était basé sur tous les décors européens. Des trucs dont on s'en fout complètement en fait. Alors c'est très joli, c'est très bien de les apprendre, mais c'est pas du tout d'aujourd'hui. Donc moi je leur faisais décorer des Mario Bros, des tatouages polynésiens, des trucs qui motivaient vraiment des jeunes, parce que clairement faire des petites fleurs sur des bols pendant un an c'est pas possible. D'accord. Bon, donc du coup, tu as eu cette expérience d'enseignement, de transmission, mais voilà, tu sentais que c'était de toute façon pas ton objectif, pas ce que tu souhaitais faire à terme, quoi. Donc du coup, dès que tu as pu avoir ton atelier. J'ai gardé les deux pendant un an quand même. Ouais, d'accord. Et à l'époque, je vivais encore chez mes parents, mais bon, j'avais déjà le loyer d'atelier à payer et je me suis dit si je prends le risque. Aujourd'hui, ça va parce que je perds rien. Enfin, si j'enlève ce salaire, parce qu'un salaire de prof, c'est quand même pas rien. Et je voulais voir ce que ça faisait d'être à temps plein à 100% dans mon atelier. Est-ce que je pouvais en vivre ou pas? Et voilà, je prenais pas trop de risques parce que comme je vivais encore chez mes parents, je ne serais pas mise à la rue du jour au lendemain. Donc j'ai testé. D'accord. Et donc ça a fonctionné. Ça a fonctionné, sachant que j'ai quand même eu le droit au chômage. Donc j'étais auto-entrepreneur et j'avais le chômage. Donc en fait j'ai un peu triché finalement. J'étais à 100% à l'atelier, mais j'avais quand même une bonne aide du chômage. Et une fois que le chômage s'est terminé, après j'ai eu le RSA. D'accord. On est quand même dans un super pays où au début, même si tu es jeune et que tu veux te lancer, t'as quand même et que tu es motivé, tu as quand même des aides qui te permettent de t'aider. Oui, effectivement, te mettre sur la bonne lancée pour avoir un tout petit peu de soucis financiers de moins, quoi. Ouais.
et pouvoir prendre des risques, voilà, te dire bon, c'est bon, je peux prendre ce risque-là. Il y a quand même une bouée de sauvetage à côté qui est le RSA, ou même si clairement c'est pas facile au début. Hein. Ouais. Et puis d'être artisan et à ton compte si jeune, est-ce que ça rajoute un peu de complexité? Enfin, tu peux peut-être pas comparer, mais tu vois, il y a peut-être des choses qui du coup, toi, tu dois tout apprendre. Alors oui et non, parce que j'ai fait pendant ma formation, je faisais 6 semaines de stage par an. En fait, moi, j'ai commencé à travailler dans des ateliers de céramique à 14 ans. Quand j'ai commencé mon CAP, donc même des copains qui ont commencé à travailler à 25 ans, moi depuis l'âge de 14 ans, je travaillais déjà, donc j'étais déjà immergée dans un travail dans un atelier. Je savais comment ça se passait, parce qu'entre le lycée et un vrai atelier, il y a quand même une grosse différence. Et puis j'avais mon papa qui était artisan en fait, donc dès que j'avais la moindre question, bah, je lui posais à lui, et puis j'étais très entourée par mes profs. C'est pas parce que j'étais diplômée que j'ai jamais revu mes profs. Hein. Je les vois tout le temps. On est repartis encore en voyage après ensemble. Et puis tous mes copains qui ont été diplômés en même temps que moi, on s'est tous installés ensemble, donc on s'est tous entraidés. Donc même si je suis toute seule dans mon atelier, en fait, je suis pas du tout toute seule. Et puis tout l'univers des céramistes, c'est une très grande famille où on se réunit tous sur des marchés de potiers et tout, donc on n'est jamais seul en fait. Donc moi, ça m'a jamais fait peur ou inquiété. Tu n'as pas de machine à café où tu vas discuter avec tes collègues pendant la pause. Tu écoutes des podcasts, tu me disais, pendant que tu travailles, mais effectivement, t'es pas seul. La solitude de l'entrepreneur ne te pèse pas. Non, pas du tout. Après, j'aime beaucoup être seule. Hein. J'aime beaucoup travailler seule. C'est un truc que je me suis rendu compte aussi quand j'étais au lycée avec les copains. J'aime beaucoup mes copains, mais moi, j'avais très hâte d'avoir mon atelier où je suis toute seule, où il n'y a pas de bruit, où je gère mon temps toute seule, où voilà, j'aime beaucoup travailler seule. Après, ça n'empêche pas que j'aime aussi beaucoup voir mes copains potiers, discuter avec eux. Ok. Et ils sont tous aujourd'hui encore potiers, ils ont tous réussi à mener leur barque entre guillemets avec leur atelier, etc. Ou est-ce que il y a peut-être un contexte difficile dans ce métier? Bah en fait, de mon dernier diplôme, le DMA, c'est vraiment un diplôme assez haut niveau. Donc souvent les gens qui suivent cette formation, c'est qu'ils veulent vraiment devenir céramistes. Et je crois que dans la formation, on devait être une douzaine et on est voilà 7-8 à s'être installés. Et puis d'année en année, moi je suis aussi les nouveaux diplômés. Il y en a quand même beaucoup qui s'installent et qui se mettent à leur compte et qui s'en sortent. Ouais, d'accord. Ok. Ça reste un métier parce que tu sais des fois on a un peu des enfin c'est le cas dans beaucoup de domaines d'activité, mais des fois on se demande un petit peu si c'est un marché porteur. Est-ce que voilà, est-ce que ça peut fonctionner? Typiquement la phrase un peu de base qu'on pose à quelqu'un qui n'est pas salarié, c'est mais t'arrives à en vivre? Voilà, oui. Est-ce Moi, que voilà. on m'a posé cette question pendant moins de 10 ans. Et j'avais aussi beaucoup les parents d'élèves quand j'étais prof. Au moment des portes ouvertes, je me souviens, tous les parents me demandaient, mais comment on fait pour en vivre? Où est-ce qu'elle va être embauchée? Tout ça. Et à chaque fois, je répondais, écoutez, moi, je commence à m'installer. Oui, on me demandait les débouchés. Voilà. Et je disais, mais il n'y a pas de débouchés, en fait. Et personne va l'employer. C'est elle, la personne, bon, je dis elle parce qu'en fait c'est majoritairement des filles hein, maintenant dans la céramique, c'est la personne qui va s'installer, qui va créer ses débouchés, qui va créer son atelier, qui va créer ses pièces, donc c'est elle-même qui va pouvoir s'en sortir ou pas. C'est voilà. Après nous, je sais qu'on s'est beaucoup tous installés après nos diplômes parce qu'il y a justement mes profs qui ont créé ce DMA au lycée d'Antibes. Et c'était un autre niveau parce que moi, si je m'étais arrêtée au BMA, au brevet des métiers d'art, j'aurais eu juste 4 ans de formation et ça aurait été un peu juste. Et c'est vrai que les gens qui sont avant moi arrêtés au BMA, donc il y en a quelques-uns qui sont installés et que je connais, mais c'était beaucoup plus long après pour s'installer et tout. Et moi, d'avoir rajouté ces 2 ans, et même mes profs ont créé en plus une résidence d'artiste où, sortis diplômés, tous les élèves pendant 2 ans pouvaient rester et sans engager des frais dans du matériel, avaient cette résidence où ils pouvaient tous travailler ensemble. Mais en fait, ça dépend tellement de chacun, de chaque personne, en fait, est-ce qu'il est capable de pouvoir en vivre ou pas. Ouais. Oui, donc la réponse, elle est plutôt en soi plutôt qu'une réponse
un peu. Pas donner une question générale. Ouais, Moi, c'est ça. j'ai des gens qui venaient me voir des fois dans mon magasin et qui me disent, bon, alors, je voudrais être céramiste, donc vous arrivez à en vivre et tout. Je dis, oui, moi, j'arrive à en vivre, mais peut-être que vous allez vous installer dans un endroit où, par exemple, vous voulez un magasin, mais vous n'allez pas vous installer au bon endroit, où les Ouais. pièces que vous allez faire ne plaisent pas à l'endroit où vous êtes. Enfin, il y a tellement de choses différentes que moi-même, je peux pas dire, on peut, oui, en vivre de la céramique. Moi, j'en vis, mais c'est pas parce que moi, j'en vis que vous allez en vivre. Ouais, d'accord. Et le marché, c'est un peu comme sur tous les marchés, tous les secteurs d'activité. Le marché n'est pas saturé, il y a de la place pour tout le monde. Ah oui, puis en plus, la poterie c'est en train de devenir genre le métier à la mode. Et il y a plein de possibilités parce que moi, par exemple, j'ai beaucoup évolué au sein des marchés de potiers, un petit peu des anciens potiers, voilà, sur les marchés de potiers. Et j'aime beaucoup, beaucoup. Alors moi, j'en fais plus du tout, mais j'aime beaucoup les marchés de potiers. Mais on peut aussi vendre ses pièces, enfin revendre ses pièces à des boutiques qui revendent. On peut soi-même vendre. Donc il y a plein d'options différentes de marchés différents en fait. Hmm. Et donc c'est pas du tout saturé parce que il y a tellement de possibilités différentes de revendre ses pièces que non, c'est pas du tout saturé. Oui, et puis ça fait partie des choses qu'on casse, la vaisselle, En dans ton plus, cas. voilà. Donc ça veut dire qu'il faut quand même renouveler à un moment donné. Et puis bon, les assiettes, typiquement, c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours. Donc il y a un moment donné, on se lasse aussi un peu de notre vaisselle, donc on peut renouveler, quoi. Et c'est C'est- quelque chose qu'on aime Voilà. beaucoup offrir. Moi, la plupart des gens qui m'achètent des pièces dans le magasin, c'est pour offrir à quelqu'un. C'est la céramique, c'est quelque chose qu'on offre parce que ça a un certain prix et que Mhm. des fois, bah, j'imagine que les gens culpabilisent beaucoup d'acheter pour eux, par exemple, une tasse à 40 euros, mais à offrir, on veut faire un beau cadeau, on hésite moins à offrir une tasse à 40 euros à quelqu'un. Donc voilà, c'est quelque chose Ouais, qu'on offre beaucoup. ah ouais, t'as carrément raison. J'avais pas pensé à ça, mais oui, t'as raison. J'aurais dû demander. J'aurais dû. Je viens d'avoir 40 ans et tu vois, des fois, tu sais jamais quoi demander, enfin quoi demander, quoi Cadeau, ouais. suggérer comme cadeau, comme idée, etc. Et donc, effectivement, j'aurais pu me faire offrir de la vaisselle chez toi. Ouais, t'as raison. Une belle céramique, ça fait Ouais. toujours plaisir. Oui, oui. Non, mais puis en plus, typiquement, alors je sais pas si tu connais Saint-Amand en Puisée. Oui, bien sûr. Ah, J'y vais il y a pas longtemps. ah oui? Et Ouais. ben donc mes parents, moi je viens de là, mes parents sont juste à côté, et donc effectivement nous on leur a offert très régulièrement depuis toujours, on leur a toujours offert de la céramique quoi. Et donc typiquement oui t'as raison, c'est des choses qu'on offre peut-être un petit peu plus que pour soi, que Ouais. pour acheter pour soi, ouais c'est marrant. Donc c'est sans fin en fait, enfin voilà c'est Oui. il y a pas de limite ouais. Et il n'y a pas trop de céramistes, même si tu dis que c'est un métier qui est en... Il y a quoi, une espèce un peu de mode ou quelque chose, ou un peu un retour à la terre et au sens littéral? Mais écoute, je suis la première étonnée de ça. Alors moi, je le vois depuis maintenant quelques années hein, quand même que le métier, D'accord. enfin que la céramique est à la mode. Je pense, j'y ai déjà réfléchi, mais je pense que ce qui fait en fait, c'est que la base de la poterie, l'outil, c'est les mains. Et c'est l'un des seuls métiers de l'artisanat où l'outil, c'est les mains. Moi, par exemple, mon papa est ébéniste et je rentre dans son atelier et il y a énormément d'outils différents. Il y a des grosses machines et tout. Donc, bon, nous, on a besoin d'un four pour cuire, mais l'outil principal, c'est les mains. Ce qui fait que ça en fait un métier très accessible et ça en fait un métier de loisir créatif. On peut prendre, comme moi, j'étais petite, on peut prendre des cours le soir voilà, de poterie et tout ça, alors que prendre des cours de menuiserie le soir, bon, c'est déjà un petit Oui. peu plus compliqué. On- Et c'est un métier qui est très accessible pour ça. Et je pense que c'est pour ça que ça plaît à beaucoup de gens, parce qu'on peut le faire quand même assez facilement. Alors le tour, c'est quelque chose de très compliqué, mais on peut quand même. Tout le monde sait prendre une boule de terre et puis faire un petit bol, on pince et hop, on a fait un bol. Ça, donc voilà, je pense que c'est pour ça que ça plaît beaucoup parce qu'en plus c'est très satisfaisant d'avoir comme ça et de la matière entre les mains et on peut facilement en faire une forme, en faire ce qu'on veut et puis avoir oh bah tiens regarde ah bah regarde j'ai fait un bol quoi oh bah ça y est je suis incroyable j'ai fait un bol. Oui, c'est vrai qu'on a cette satisfaction avec les loisirs créatifs. Alors, ouais, moi, tu vois, comme ça, spontanément, j'aurais trouvé que c'est plus compliqué de faire de la poterie que d'autres loisirs créatifs parce que tu as besoin justement du tour, tu as besoin du four pour ensuite la cuisson, etc. Et ça me semblait moins accessible. Mais en tout cas, oui, ce que tu disais, c'est qu'on peut trouver des cours facilement Oui. avec du coup un équipement déjà sur place. Oui, voilà. En fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est un des métiers de l'artisanat
Ouais. qu'on retrouve en loisirs créatifs. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de métiers de l'artisanat qu'on retrouve en loisirs créatifs. Alors, il y a tout ce qui est la broderie, la couture et tout ça, qui sont donc aussi des métiers, mais qui sont des métiers quand même plus récents et orientés réseaux sociaux et compagnie sur la création de contenu. voilà. Mais voilà, parce que Oui. par exemple pour la couture ou la broderie, c'est plutôt utilitaire et c'est pas du tout ce qu'on ferait en loisir créatif par exemple. Ouais. Toi, un loisir créatif, tu fais pas un ourlet. C'est le truc un peu horrible. Mais oui, tu as raison, effectivement, sur le côté professionnel et métier. Comme pour l'aquarelle, il y a quand même peu de personnes enfin, peu de personnes. Il y a des artistes qui vont vendre leurs œuvres, mais il y a aussi beaucoup de métiers, par exemple autour de l'aquarelle, qui est très en vogue aussi ces dernières années. Il y a beaucoup de métiers autour, mais pas nécessairement des personnes qui vont vendre leurs œuvres, voilà, d'aquarellistes et qui vont en faire leur métier. Des gens qui disent, tu fais quoi dans la vie? Je suis aquarelliste. Donc évidemment, il y en a, mais c'est moins commun. C'est vrai que des potiers, bon, on en connaît tout le temps, mais dans n'importe quel petit village en France, il y a toujours un potier qui est installé. Moi, c'est mon truc à chaque fois que je fais quand je visite un village, je cherche où est le potier. Parce qu'il y a toujours un petit potier dans un village. Et c'est un métier que tout le monde connaît, en fait. Même si on n'y connaît rien, on a toujours vu dans des fêtes ou des trucs un potier tourner. Et voilà. Alors que c'est vrai que voilà, quelqu'un qui travaille le verre, bon, si moi, par exemple, j'habite à côté de Biot où il y a la verrerie de Biot, mais le travail du verre, le travail du métal, tout ça, c'est beaucoup moins accessible, enfin, voilà. Oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Et alors, sait-on jamais, si jamais Baptiste Beaulieu écoute cet épisode, parce que je sais oui, que tu le connais, et voilà. Mais je lui ai recommandé un potier, un copain potier qui est vers chez lui, donc on verra, qui donne des cours aussi, donc on verra s'il suit mon conseil. Ouais, il a l'air de maîtriser à mort maintenant. Oui, c'est bien. Puis il y prend beaucoup de plaisir, et puis les mots qu'il a posés sur la céramique sont très beaux et touchants. Ouais. Ouais. Donc Baptiste Beaulieu, c'est un auteur qui est également médecin et qui fait des stories sur Instagram génialissimes. Enfin moi je kiffe et surkiffe. Chroniqueur sur France Inter, moi c'est comme ça que je l'ai connu, parce que j'ai connu France Inter. Voilà, donc il est multicasquette, au départ médecin et puis effectivement maintenant chroniqueur et auteur, et il écrit énormément de livres et enfin moi j'adore. Et donc Baptiste, il a écrit son dernier roman, il s'appelle Celle qui l'attendait, et il y a énormément de références à la poterie dans le livre. C'est hyper poétique la manière dont il raconte ça. Enfin, je sens vous spoiler. Et globalement, c'est une histoire d'amour entre deux personnes. Et il y a il y a beaucoup de choses qui tournent autour de la poterie, du fait de tourner la terre. Voilà. Et en fait, il explique un des personnages. C'est plutôt un taiseux, donc quelqu'un qui parle pas beaucoup et qui en fait se livre et quasiment ne parle que pendant qu'il tourne. Et donc quand il tourne la terre et pour en faire des objets, et ben c'est comme s'il y avait comment dire, c'est comme si finalement le récit et les mots qu'il a posés pendant qu'il tournait cet objet restent gravés dans l'objet. Et voilà, après, je vous raconte pas la fin, mais il y a toute une partie avec ça, etc., qui permet comme si, voilà, de faire revivre la personne. Enfin, c'est, voilà. Ok, bon bah faut que je l'achète tout de suite et que je me remette à lire, parce que comme j'avais mon fils, j'ai arrêté de lire depuis 3 ans, parce que je trouve plus le temps. Mais là, c'est peut-être le livre qui me remettra à lire. Ah bah oui. Voilà, ça. Déjà tu apprécies Baptiste. Voilà, donc si jamais Baptiste écoute ce podcast parce qu'il est fan de céramique et que voilà, il arrive à écouter le podcast, j'adore Baptiste, il est extra. Fermons la parenthèse, je suis toute rouge, c'est comme si comme s'il était en face de moi. Alors oui, en plus, je racontais une anecdote. Il était en dédicace à Arcachon il y a 2 semaines, ouais, enfin 10 jours, 2 semaines, avec Virginie Grimaldi, qui est aussi une autrice que j'aime beaucoup. Et voilà. Et moi, j'étais à Lacano, donc à genre même pas 1 heure de route, mais
parce qu'habituellement j'habite à Grenoble, je vous raconte ma vie. Donc là, Lacanau, Arcachon, c'était vraiment rien, mais un samedi à 14h, samedi de juillet, c'est juste impossible d'aller là-bas. Mais bon, voilà, je rongeais mon frein en me disant, oh là là, ils sont tous les deux en dédicace. Tu y as été? Non, j'y suis pas allée parce que c'est impossible d'aller à Arcachon, mais à Arcachon, parce qu'en fait, il y a trop de bouchons les samedis, tu vois, il y a tous les chassés-croisés, comme on dit, des gens qui partent, des gens qui arrivent et tout, et puis déjà de base, il y a beaucoup de circulation. Et non, mais par contre, je l'ai déjà rencontré à Grenoble en dédicace et voilà, j'avais été la fille, tu sais, qui monopolise un peu la parole parce que j'avais plein de questions à lui poser. Donc c'était, voilà, il est extra, quoi. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, il y a Virginie Grimaldi aussi qui écoute le podcast. Alors je sais pas si elle a tout écouté, mais elle m'a dit qu'elle aimait beaucoup. Bref, voilà, c'était le petit truc comment dire, tu sais, mes 15 minutes de gloire, voilà, qui est complètement intériorisé parce que si je crois que j'en ai peut-être parlé une fois sur un podcast, mais voilà, j'aime beaucoup l'autrice et la personne, donc tu vois, de savoir qu'il y a des personnes comme ça que tu aimes beaucoup qui écoutent. Ça te met un peu la pression aussi quand même. Bah, tu enregistres dans ton coin et qu'il y a personne, voilà, mais quand tu sais après qui est-ce qui regarde, tu te dis oh. oui, c'est pas faux, mais j'y pense pas trop, tu vois. Là, quand on enregistre, c'est sympa et enfin c'est très sympa à chaque fois, à chaque conversation. Et puis après, je diffuse et puis bon, il y a les retours après des personnes, mais c'est vrai que comme on enregistre à deux, tu vois, je pense que ça serait très différent d'enregistrer en public, genre avec 100 personnes devant toi et tout. Je pense que là, ça ferait flipper. Mais comme à chaque fois c'est une conversation à deux ou à trois, mais tu vois, je prends pas tellement conscience des personnes qui vont écouter après, pendant qu'on parle. Donc en fait, ça va, ça passe. Bon bref, fermons la parenthèse sur Baptiste et sur Virginie. Donc effectivement, ça fait partie des métiers où ben, globalement c'est l'entrepreneur, le créateur qui va faire son activité à la mesure enfin comment dire, qui va façonner, comme façonnerait de la céramique, qui va façonner son parcours et par contre évidemment bah c'est beaucoup de travail. Hein. J'imagine que tu comptes pas tes heures et oui, c'est sûr, c'est beaucoup de travail, puis c'est pas le premier métier. En fait, nous, notre métier de base, c'est de fabriquer des pots. C'est pas de les vendre. En plus, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on nous apprend pas vraiment. Alors, on l'apprend quand on fait des stages, mais moi, je l'ai appris que par le biais de marchés de potiers ou quelques céramistes qui avaient des boutiques. Mais voilà, c'est un métier qu'on apprend vraiment en faisant, comme on veut vendre, où on veut vendre, à qui on veut vendre. Ouais. Et donc, toi, tu disais que tu fais plus de marché de potier, donc aujourd'hui, tu vends uniquement, entre guillemets, avec ton site internet? Plus ta boutique, pardon. Voilà, et mon magasin, ouais. Donc, tout au début, tout de suite, je voulais mon magasin parce que je voulais vraiment mettre mon univers dans le magasin, vendre moi-même mes pièces et faire des marchés des potiers en plus. C'est-à-dire que moi, par exemple, je ne voulais pas proposer mes pièces à la revente dans des magasins. Parce que c'est quelque chose aussi qui se fait beaucoup, où voilà, les magasins prennent une commission et revendent nos pièces dans des concept stores et tout. Moi, c'est quelque chose que je voulais pas. Donc voilà, j'ai eu mon magasin et au début, donc j'avais mon boulot de prof. Après, j'ai eu le RSA, enfin le chômage, le RSA. Et quand tout ça s'est un peu arrêté, en fait, il y a un moment aussi où mon chômage s'est arrêté et je n'étais pas au courant qu'il allait s'arrêter. C'est bête, mais en fait, on ne m'avait pas prévenu. Et pour moi, je devais avoir 3 ans de chômage et je n'ai eu que 1 an et demi de chômage parce qu'en fait, en tant qu'auto-entrepreneur, on a le droit qu'à la moitié. C'est comme si c'était un temps partiel, donc on a le droit qu'à la moitié. À l'époque, je ne savais pas. Et j'avais vidé un peu mes comptes en banque pour faire un super voyage au Bénin. Et quand je suis revenue du Bénin, les comptes complètement vides, j'attendais que mon chômage arrive pour pouvoir renflouer un peu les caisses. Et ça n'est jamais arrivé. Et au bout d'un mois, on m'a dit, en fait, vous n'avez plus de chômage. Et là, je dis, bah mince, comment je vais faire? Parce qu'en plus, on était en hors saison, parce que donc je suis sur la Côte d'Azur, donc en plein été, ça marche très bien, mais en hors saison, ça marche, mais c'est pas non plus, plus énorme. Il y a moins de passants, quoi. Il y a moins de passages, il y a moins de.
visiteurs. Ouais. Et en plus, moi, là, Valoris où je suis, c'est pas l'une des villes les plus touristiques. C'est pas comme Cannes ou Nice ou Antibes où il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Voilà. Donc, je me suis remonté les manches et j'ai ouvert. Alors, j'avais déjà mon site internet et j'ai ouvert ma boutique en ligne, voilà, donc j'ai décidé de vendre et sur internet et en magasin. D'accord. Et là, aujourd'hui, les ventes se répartissent comment? C'est, je sais pas, Alors, 70-80 pour la boutique et 20 pour le... Alors moi personnellement, j'ai jamais compté et en D'accord. plus, comme je t'ai dit, ça dépend des périodes parce Ouais, que en d'accord. été, je vais très bien vendre au magasin, mais Mmh. en mois de novembre, clairement, je vends rien du tout au magasin. Mmh. Et surtout, en fait, ça dépend de ce que moi je veux. C'est-à-dire que là maintenant, en plus que j'ai déménagé, j'ai beaucoup réduit mes heures d'ouverture en magasin pour préférer sur Internet parce que finalement, c'est ce qui me prend le moins de temps de vendre sur Internet que de tenir un magasin. Mmh. Donc là, on va dire que 70-80% de mon chiffre d'affaires se fait sur Internet et le Ah ouais. reste, c'est la boutique. D'accord, OK. Et puis, par contre, la boutique, elle a un certain coût, j'imagine, pour le loyer, parce que tu as ton atelier dans la boutique, hein? Voilà, j'ai toujours eu, que ce soit le premier ou le Mmh. deuxième maintenant, c'est toujours eu un atelier boutique pour pas Mmh. que je perde, parce que c'est pas possible pour un potier d'avoir un magasin et de passer toute une journée à attendre le client. Oui, Ou c'est alors ça. c'est vraiment dans un petit village en plein été où il y a beaucoup beaucoup de monde et où tout le reste de l'année il a fabriqué et voilà. Moi c'est pas du tout. Donc en fait le loyer de l'atelier c'est aussi le loyer de mon magasin. Mmh. Ouais, ouais. Donc voilà, ça répartit les charges comme ça, tu te dis pas: «Ah bah, la boutique me coûte trop cher», parce que de toute façon, c'est aussi ton lieu de travail, donc tu es obligé d'avoir, ces frais-là, quoi. Ouais. Mmh. D'accord, OK. Et quand tu as déménagé d'atelier, c'était toujours pour rester à Valoris? Tu étais déjà à Valoris avant? Oui, j'ai descendu de 200 mètres. D'accord. Ah OK. Et alors, à quel moment, dans tout ça est arrivée la création et l'auto-édition de ton livre? C'est arrivé l'année dernière, en plein dans le confinement, tout ça, tout ça. Ça faisait quelque temps que j'avais envie de faire ce livre. Et en fait, tout bêtement, enfin, ça a cheminé, ça a quand même mis du temps avant. Je me suis pas dit du jour au lendemain en me réveillant, oh, je Mmh. vais faire un livre. C'est plus parce que ma grand-mère a écrit ses mémoires il y a quelques années et elle les avait imprimés sur papier et reliés, comme avec une imprimante quoi. Enfin, c'est Mmh. pas très beau visuellement. Et pour lui faire une surprise et tout, je voulais vraiment en faire un très beau livre qu'elle puisse en plus distribuer à ses amis, à la famille. Et j'ai découvert qu'en fait, fallait pas forcément faire appel à un éditeur pour imprimer un livre. Donc, je lui ai fait son livre via un site internet. Et je peux en imprimer autant d'exemplaires que je veux. Et si je veux, je peux mettre un code barre dessus et le mettre à vendre. Bon, voilà, Mmh. c'était pas le cas de ma grand-mère. Mais à l'époque, quand j'ai fait ça, quand j'ai eu le livre entre mes mains, je me suis dit, mais en fait, c'est super facile de faire un livre. Parce que la plupart des gens, faire un livre, c'est avoir un éditeur, machin, des Mmh. trucs. Ça paraît vraiment, c'est le truc incroyable à faire. Mmh, mmh, Mais mmh. là, je me suis dit, mais en fait, c'est super facile, quoi. Et j'aime bien avoir plein de projets en tête. Et là, je me disais bon, qu'est-ce que j'aurais envie de faire et tout. Et le livre est venu un peu en moi parce que j'aime beaucoup partager sur les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, c'est pas quelque chose qu'on peut toucher. On le Mmh, voit mmh. beaucoup, alors on touche notre téléphone, mais c'est pas un objet qui reste, ça reste pas dans le temps. Chaque post que je fais tous les jours disparaît dans le temps en fait, alors qu'un Mmh. livre, ça reste. J'aime beaucoup aussi les livres sur la céramique. J'ai une jolie bibliothèque de livres sur la céramique, mais je n'arrive pas à trouver de beaux livres sur la céramique, avec des belles photos, des ambiances d'atelier et tout ça. Et je me suis dit, bon, bah voilà, tout ça mélangé dans ma tête a fait que je me suis dit, je vais faire un livre. Et tu l'as fait. Et voilà. Super. Et donc comment tu t'es, organisée et dans quel timing? Parce que tu parlais du confinement. Le confinement, ça a eu quel impact sur ton activité? Ah, moi, ça a été énorme parce que le premier confinement a été assez dur parce que comme mon fils est resté à la maison et Mmh. mon mari était en télétravail, donc moi j'ai arrêté de travailler et je suis restée à la maison avec mon fils, enfermée comme à peu près tout le monde. Mmh. Et de temps en temps, j'arrivais à me libérer du temps pour revenir à l'atelier, mais bon, c'était pas assez. Et quand je suis revenue du confinement, je suis arrivée dans mon atelier, j'ai dit OK, je veux plus être là. Déjà, je veux déménager parce que ça a permis de prendre du recul. Ça faisait 10 Mmh. ans que j'étais dedans et je me suis dit qu'il y avait un truc qui allait pas et j'ai compris très rapidement que c'était le lieu qui ne me convenait plus.
Ensuite, j'avais plein d'idées en tête. J'avais plein d'envies parce que j'avais été frustrée pendant ces semaines à pas du tout être productive et j'avais envie de faire 1 million de trucs. Et il y a eu cette histoire du livre qui s'est un peu plus installée dans ma tête. Et ça, ensuite, ça a été très très vite parce que j'ai laissé passer l'été parce que l'été c'est toujours une grosse période où je travaille beaucoup vu que donc, je suis au sud et qu'en plus suite au confinement et tout, on a eu énormément de touristes. Donc Français j'ai encore travaillé et beaucoup de Français. Donc je crois que c'est début septembre ou alors quelques temps avant, j'avais repéré une photographe de la région, donc qui est Coralie Ferrero. Alors elle n'est pas photographe, c'est pas son métier, mais c'est un peu un couteau suisse et voilà, c'est l'un de ses petits outils. Et je vois son compte et je me dis elle serait bien et tout. Bon, je laisse passer l'été et je vois c'est elle début septembre qui me démarche pour totalement autre chose qui n'avait rien à voir avec la photo. Et je me dis bon, c'est pas juste une coïncidence, faut pas que je laisse passer. Je lui parle de mon projet et elle est hyper partante. Et je lui dis bon voilà, par contre on est en septembre et moi je veux qu'il sorte pour Noël. Donc il faut qu'il sorte bien avant Noël, genre mi-novembre, fin novembre, ce serait cool. Donc faut qu'on se bouge quoi. Et comme elle avait pas mal de temps libre, enfin elle avait des temps libres où elle était toute seule, donc elle m'a dit écoute, il y a pas de souci, on fait ça. On était hyper bien organisées toutes les deux, donc ça a été voilà, ça s'est fait finalement en 2 mois, je crois. Ouais, alors quand tu parlais effectivement de l'édition très classique, etc., avec une maison d'édition, normalement un bouquin c'est 1 an. Bah voilà, c'est ça aussi. Alors moi j'ai pas du tout fait appel à l'édition parce que déjà je voulais pas qu'on me refuse mon idée parce que moi je savais qu'elle plairait, que je voulais moi-même vendre mon livre. Je voulais pas qu'il soit partout en librairie. Enfin c'est pas pour ça que j'ai fait mon livre. Et surtout, je voulais pas attendre 1 an. Moi, j'étais un peu comme une petite enfant capricieuse. Moi, je veux faire un livre, mais je le veux maintenant, en fait. Je veux l'avoir maintenant dans les mains. Je veux le voir. Je veux en parler. J'ai pas envie pendant 1 an Et puis, il me fallait pas 1 an pour faire ce livre parce que c'est principalement de la photo et que les textes que j'ai écrits, c'est pas des grands textes où je parle un peu de la technique de la céramique, mais j'ai pas besoin d'avoir 1 an pour écrire, pour expliquer ce que c'est que la céramique. Ouais, d'accord, je comprends. Et alors, comment a été accueilli ton livre? Eh ben super bien. Alors ça a été compliqué parce que bon, moi j'en avais parlé avant quand même sur les réseaux sociaux que ce livre allait être fait, donc les gens à un moment l'ont su. Mais j'ai eu des problèmes avec l'imprimeur parce que il devait arriver. Alors nous au niveau timing, on était super bien avec Coralie et en fait l'imprimeur a pris presque 1 mois de retard. Donc les livres ont été livrés le 26 décembre. Je me souviens, c'était un peu 26 même 27 décembre. Mais super bien, j'étais très contente parce que voilà, les gens, c'était quand même un livre qui a un certain prix, donc je savais que j'allais pas vendre des milliers de livres et c'était pas le but en plus. Mais voilà, j'ai eu beaucoup de gens qui continuent aussi de l'acheter aujourd'hui et qui me disent que ça leur a plu. Même autour de moi, ma famille me demande que je leur offre le livre et tout le monde me dit que c'est un beau livre et que voilà, et surtout que c'est des très jolies photos parce que c'est ce que je voulais. C'est pour ça d'ailleurs que le livre, les auteurs, c'est moi et c'est aussi Coralie la photographe. J'ai écrit son nom parce que pour moi, on est vraiment égal dans la création de ce livre parce que c'est le travail de sa photo qui fait le livre en fait. Ouais, je comprends, ouais, d'accord. Bon, c'est une super aventure alors. Et tu te vois en écrire un deuxième ou pour l'instant c'est pas dans les projets? Non, parce qu'il a même pas 1 an, donc pour moi j'ai même pas écoulé le premier stock que j'ai acheté, donc pour moi il est pas encore. Tu n'es pas, il y a pas des choses où tu te dis ça j'aurais dû en parler, ça mériterait un autre ouvrage. Non, mais peut-être que je pourrais par exemple faire un livre que sur le tournage par exemple. Mais et surtout en fait j'ai axé mon livre donc sur la fabrication et sur la fabrication d'une collection que j'étais en train de faire. Il se trouve que là chaque année je change de collection. Peut-être qu'un jour j'aurai envie de le refaire avec la collection parce que vu que c'est pas un livre justement qui est commercialisé dans toutes les librairies, je peux très bien me dire bon voilà, j'ai vendu 500 exemplaires, je m'arrête là et puis j'en refais un avec la nouvelle collection. Et puis voilà, pour l'instant c'est pas du tout le projet parce que pour moi il est encore très d'actualité. Donc non, pour l'instant je me suis pas encore posé la question de si j'allais en refaire un ou pas. Ouais, d'accord. Donc l'auto-édition, ça t'a bien convenu et si c'était à refaire ou pour un éventuel deuxième livre dans quelques années, tu resteras sur ce mode-là? Oui, puis je le conseille vraiment aux gens qui ont une idée de livre ou qui ont envie de faire quelque chose parce que même si alors
je pense que je n'ai pas gagné d'argent sur ce livre. J'ai pas fait ça pour pour en rajouter à mon revenu parce que, en fait, ça coûte cher pour donner des prix. Je crois que moi, un livre à l'unité, je le paye 25 € et je le revends 38 €. Sachant que tout ça, il faut ajouter évidemment tout le temps que j'ai passé dessus. J'ai payé aussi Coralie, donc voilà, je fais ça pour en vivre. Mais si quelqu'un a un métier qu'il a envie de partager ou de montrer, autant le faire et ne pas attendre forcément des éditeurs. Moi après, j'avais l'avantage aussi d'avoir une plateforme, mon site internet, où en fait, je n'avais pas besoin de dépendre de librairies pour pouvoir vendre mon livre. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais effectivement, c'est sans doute une bonne solution. Enfin, je connais une autre autrice que j'ai reçue sur le podcast qui s'appelle Caro from Woodland et qui est en train de réaliser son troisième livre auto-édité. Donc pareil, je crois qu'elle passera jamais par le circuit traditionnel ou classique de l'édition. Et ça lui convient très bien comme ça. Et quand tu dis qu'effectivement tu ne l'as pas fait pour l'argent, et donc c'est souvent ça aussi dans un premier livre, même dans c'est pas même, mais avec une maison d'édition, l'économie des livres, c'est quand même compliqué. Et généralement, on n'écrit pas un livre pour gagner de l'argent, ou du moins il faut attendre plusieurs livres pour que ce soit vraiment une activité rentable entre guillemets, tant est que que ce soit le bon terme, mais et les auteurs de romans, c'est pareil, il faut qu'ils en vendent quand même un petit paquet avant que ce soit économiquement rentable. Et encore une fois, c'est si on regarde ça d'un point de vue entre le ratio entre le temps passé et puis le gain financier, quoi. Et après, dans l'auto-édition aussi, je sais parce que j'ai un ami qui travaille. Alors, à l'époque, j'en avais pas parlé et c'est peut-être un peu bête, mais il aide en fait les auteurs à s'auto-éditer. Et il peut par exemple avoir accès au marché, je crois qu'il est lié avec Hachette par exemple, et il peut avoir accès aux librairies et tout ça, même si l'auteur est auto-édité. On peut être diffusé. Moi, là où j'ai fait faire mon livre sur Internet, c'est Pumbo, ça s'appelle. On peut aussi revendre son livre sur Amazon et tout ça. Voilà. Après, bon, faire des contrats, il faut avoir un statut spécial et tout ça. Moi, c'était pas ce que je voulais, mais je sais qu'on peut quand même être auto-édité et revendre dans des librairies ou sur des plateformes de revente. Ouais, d'accord. Et voilà, et ne pas devoir compter que sur toi et que sur ton canal de vente à toi pour Si on l'a pas, il faut pas non plus se dire bah non, moi si j'ouvre un site internet, personne va l'acheter, mais bon, on n'est pas obligé d'attendre d'avoir un gros site internet qui fonctionne pour pouvoir s'auto-éditer. Ouais. Ce qui est génial dans ton histoire aussi, c'est le timing, quoi. De dire en septembre, allez, on y va, il faut que ce soit prêt pour Noël, c'est un sacré challenge, hein. Oui, mais bon, en même temps, ça pousse aussi à être hyper. Les potiers, je crois qu'on travaille tous absolument comme ça. C'est-à-dire qu'on a un marché de potiers, par exemple, en juillet, et on va se mettre à bosser fin mai, début juin, et là, on va travailler à fond parce qu'on sait alors que ça fait un an qu'on sait qu'on a ce marché de potiers, et on travaille toujours au dernier moment. Et là, moi, par exemple, j'ai un événement dimanche, et là, je travaille à fond parce que je sais que j'ai un événement dimanche et qu'il faut absolument que je cuise. Mais c'est comme ça aussi, des fois, qu'on est hyper productif et qu'on travaille mieux parce que si on est toujours dans un rythme très très tranquille et tout ça, voilà, on est beaucoup moins productif. Alors que moi, par exemple, aujourd'hui, je vais arriver à tourner 50 mugs, alors que peut-être dans un rythme normal, j'en aurais tourné que 20. Ah ouais. Et c'est dû à quoi ça? Parce que si tous les potiers sont comme ça, c'est qu'il y a un truc, non? Je sais pas. Parce qu'en fait, on est toujours un peu tranquille, et puis tout d'un coup, on se dit bon bah, il serait peut-être temps de s'y mettre, hein, parce que dans un mois, c'est le marché ou c'est je sais pas quoi. Et voilà, je crois que c'est plutôt comme ça en fait. D'accord. Ok. Donc une boutique, le site internet, la part d'Instagram dans ton activité commerciale, ou du moins, enfin ma question c'est plutôt, est-ce que Instagram est finalement indispensable pour toi pour vendre sur ton site web? Oui, complètement. Ouais. Les deux fonctionnent ensemble et ont toujours, depuis l'ouverture du site internet, ont toujours fonctionné ensemble. Parce qu'en fait, donc je ne sais pas si tu le sais, mais j'ai un autre compte. Je n'ai pas que le compte Les Petites Porcelaines. J'ai aussi mon compte, on va dire, perso et lifestyle, qui a été. Alors, donc tu ne dois pas connaître l'histoire que peut-être certaines personnes connaissent, mais à la base, je suis youtubeuse beauté.
Voilà. Alors non, vas-y, raconte. Je ne savais pas. En fait, quand j'ai ouvert mon atelier, mon magasin de poterie, donc je suis quand même à la base potière. Le soir, je finissais, donc je fermais mon magasin à 18h et mon appartement se trouvait au-dessus de mon atelier. Donc à 18h02, j'étais chez moi. Et en plein hiver, quand tu es à 18h02 chez toi, bah, y a pas grand-chose à faire. J'avais pas la télé. Et c'était l'époque où YouTube il commençait à y avoir un petit peu de monde. C'était il y a 8 ans, je crois. Et donc, je suivais pas mal de youtubeuses. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas en faire moi aussi, puisque je m'ennuie et que j'ai rien à faire le soir. Donc, j'ai commencé à faire des vidéos beauté et ça a très bien marché. Et je ne parlais pas du tout de mon métier de potière parce que je me suis dit, je savais que c'était un métier vieillot qui n'intéresserait absolument personne. Donc, je n'en parlais pas du tout. Et puis, plus le temps a passé, plus les gens, quand même, de temps en temps, j'en parlais vite fait, mais plein de gens me posaient plein de questions dessus. Et donc, je me suis mis à faire des vidéos où je montrais mon atelier, où je montrais comment je fabriquais à l'atelier. Ça s'appelait les vlogs ateliers. Et les gens adoraient ça parce que j'étais youtubeuse beauté, mais en même temps, j'amenais quelque chose de totalement nouveau sur YouTube, où je montrais voilà ma journée, ce que je faisais à l'atelier. Et en plus, j'étais potière, donc il n'y en a pas beaucoup des youtubeuses beauté qui sont potières. Mais les gens étaient super frustrés parce qu'ils me disaient, mais moi, je veux acheter tes pièces et tout ça. Je dis, mon magasin, il est à Valoris, il faut venir à Valoris. Donc, régulièrement, pendant les vacances, je voyais un afflux de gens qui venaient, de filles qui venaient dans mon magasin en me disant, voilà, je te suis sur YouTube et enfin, je peux venir dans ton atelier. Et, comme quoi, quand je me c'est suis rigolo. retrouvée, oui, c'était super parce que je rencontrais enfin les gens en vrai avec qui je parlais sur les réseaux sociaux. Je les rencontrais en vrai, donc c'était cool. Et quand je me suis retrouvée donc sans plus de chômage, sans rien du tout, donc j'ai ouvert cette boutique en ligne parce qu'en fait tout le monde me le demandait, mais que je me disais que j'avais absolument pas le temps. Donc j'ai ouvert cette boutique en ligne. Au début, j'ai proposé des porcelaines box. Donc parce que moi, ma spécialité en tant que youtubeuse beauté, c'était les box beauté. J'adorais les box beauté et je me suis dit je vais lancer ma box de porcelaine où je proposais plusieurs pièces, un petit bijou et tout, et les gens adoraient. Et ça partait très vite. Dès que je les mettais en ligne sur Internet, ça partait tout de suite. Après, j'ai arrêté, je crois, au bout d'1 an ou 2 ans, je sais plus. Et ça a pris, après le reste, ça a pris beaucoup de place. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ce serait bien que je me fasse un compte Instagram dédié à la céramique parce que c'était un peu le fouillis. Un jour, je parlais de mascara, le lendemain, je parlais de poterie. Enfin, c'était un peu le fouillis. Et donc voilà, j'ai créé ce compte Instagram qui est donc entièrement dédié à la céramique. Et c'est là où je montre à tout le monde le processus de fabrication pour que les gens suivent où j'en suis dans ma fabrication, pour qu'ils sachent aussi comment ça marche, comment ça fonctionne, et qu'ils sachent aussi à quel jour il y aura une vente, quand est ce que je défourne et tout. Donc c'est vraiment un vrai moyen de communication que j'ai avec ma clientèle, que je pourrais avoir avec des gens qui sont dans le magasin, mais là il se trouve que comme ils sont pas à côté de moi, je peux pas leur dire. Donc voilà, ça me permet de partager toute la vie de mon atelier sur Instagram. Et les deux la boutique en ligne et Instagram sont vraiment liés, les deux ensemble. D'accord, c'est excellent. Et alors, comment ça s'appelle si on veut regarder parce que du coup, tu vlogs encore ou pas? Alors, j'aimerais reprendre. Il faut juste que j'arrive à m'organiser. Mon compte, alors, soit mon entreprise, c'est les petites porcelaines, mais sinon, c'est Justine Porcelaine. Et c'est comme ça qu'on me retrouve sur YouTube, la Justine Porcelaine. D'accord. Et voilà, le nom de ta chaîne YouTube? C'est Justine Porcelaine. D'accord, ok. Ah, tu as changé de nom à un moment donné ou c'était déjà Justine Porcelaine au tout début quand tu montrais pas encore? Petit by Justine. D'accord. Voilà. Et quand j'ai commencé vraiment à introduire la céramique et tout ça, ça correspondait plus du tout. Surtout qu'en fait, j'ai quand même assez rapidement, mais j'ai quand même arrêté complètement. Je me maquille même plus aujourd'hui, donc tu vois, pour te dire, je suis vraiment sortie là-dedans. Et tout ce lifestyle, je parle plus j'ai parlé de maternité, j'ai parlé d'allaitement, j'ai parlé de mon mariage. Voilà, c'est plus tout ce qu'il y a au de ma vie. Mais j'aimerais beaucoup reprendre les vlogs ateliers justement, mais voilà, il faut trouver le temps de le faire. Ouais. Et alors justement, en tant que chef d'entreprise, tu es multicasquette. Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis quand même que ça serait bien que tu travailles avec quelqu'un, qu'il y ait quelqu'un pour t'aider, ou alors économiquement c'est trop compliqué, voilà, où tu en es par rapport à ça?
Je me suis énormément posé cette question il y a, je dirais 1 an et demi, 2 ans, quand j'ai vraiment commencé à écouter des podcasts sur l'entrepreneuriat, parce que j'aime beaucoup écouter des podcasts en travaillant, et j'aime beaucoup écouter des podcasts sur l'entrepreneuriat moi j'écoute beaucoup, enfin, ce que j'entends beaucoup de témoignages de céramistes, et moi j'aime beaucoup aussi écouter d'autres entreprises pour avoir un autre point de vue. Et le problème que j'ai, en fait, que je rencontre, c'est que j'ai plus de demandes que ce que je peux fabriquer, pardon. Et donc très rapidement, je me suis dit bon, c'est pas possible, il faut que je fabrique plus pour gagner plus. Voilà, et pour fabriquer plus, je ne pouvais pas me dédoubler, donc je me disais bon, bah pour développer mon entreprise, il faut absolument que je trouve quelqu'un, alors quelqu'un qui tourne, mais c'est compliqué parce que tourner la porcelaine, bah c'est pas ça s'apprend pas comme ça, c'est très dur à tourner la porcelaine. Moi, je veux des pièces très fines. J'ai essayé à un moment alors je prends régulièrement des stagiaires, mais les stagiaires c'est des gens qui me prennent beaucoup de temps en fait, donc j'offre sans problème parce que je transmets mon métier. Mais j'ai eu un moment une jeune fille qui était très bien, où elle est venue travailler à la période de Noël en plus l'année dernière, donc j'ai fait une super vente à Noël parce qu'elle était là pour m'aider. Mais c'est compliqué parce que des jeunes que je voudrais embaucher, eux, leur but dans la vie, c'est de devenir céramiste à leur compte. C'est pas de travailler pour moi. Donc moi, si je passe mon temps à former cette personne, il se trouve que peut-être que dans 1 an ou 2 ans, elle va partir. Donc, je vais me retrouver à reformer cette personne. Après, je me suis dit peut-être qu'il faut que j'ai quelqu'un qui s'occupe de tout, sauf de la fabrication. La gestion des colis, la gestion des comptes Instagram, de tout ça. Et après, je me suis dit qu'en fait, j'avais besoin de personne parce que j'avais pas besoin de développer plus mon entreprise. Parce que moi, mon entreprise, je l'aime parce que je suis toute seule, parce que j'ai besoin moi-même de fabriquer mes pièces. En fait, je ne me vois pas vendre des pièces que je n'ai pas fabriquées, même si c'est ma collection et tout ça. Et que financièrement, embaucher quelqu'un, au final, je vendrais plus de pièces, mais ces pièces que je vendrais en plus, elles serviraient juste à payer le salaire de la deuxième personne. Donc, en fait, non. Bon, il y a des petits bruits de travaux, c'est sympa quand on enregistre un podcast. On va essayer de continuer, voir si ça continue ou pas, enfin si les bruits continuent ou pas. Oui, voilà, ça continue. Bon, je sais pas si on entendra beaucoup ou pas, ce sera la surprise au montage. Donc finalement, j'adore ce cheminement de pensée parce que, comme tu le dis, dans les podcasts qu'on entend, parce que moi j'en écoute beaucoup aussi sur l'entrepreneuriat, et forcément, on est toujours un peu dans cette dynamique de toujours plus. Plus de croissance, plus de chiffre d'affaires, plus de revenus, etc. Un petit peu comme un salarié, il a toujours envie de gagner plus d'argent finalement. Et finalement, toi aussi au départ, tu t'es dit faut que je développe. Et puis finalement, ton cheminement t'a amené à te dire en fait non, c'est très bien comme ça. J'adore, je trouve ça extra. En plus, ce serait une source de stress. J'ai connu quelqu'un dans l'entourage de ma mère, c'était ça, avait monté sa boîte et avait une boîte qui décolle avec plein de salariés et tout. Sauf qu'au final, il gagnait pas mieux sa vie et il était extrêmement stressé. Ce travail en plus qu'il avait à gérer, et donc au final, il s'est séparé de beaucoup de personnes pour faire revenir son entreprise à ce qui était plus petit, et il est tout aussi heureux. Ouais. Donc la croissance à tout prix, non quoi. Pas forcément. Et surtout dans l'artisanat, en fait. Ça vaut peut-être pas le coup, en fait, de travailler encore plus. Ouais, je vois bien. Mais c'est pour ça que je trouve que c'est hyper intéressant, parce que c'est pas forcément toujours ce qu'on entend, quoi. On entend toujours la croissance. Tu vois, enfin, n'importe quelle entreprise, dans ses objectifs d'une année sur l'autre, va aller chercher de la croissance. Et donc là, je trouve ça assez sain de se dire, non, en fait, ça fonctionne bien comme ça, et ça me va, et ça correspond à mon projet de vie aussi, et voilà, on n'a pas forcément. Et puis, je vais dire, on n'a pas forcément toujours besoin de gagner plus d'argent. Après, c'est surtout que là, toi, en faisant le calcul, si tu te rends bien compte que de toute façon, tu gagnes pas plus d'argent, à quoi ça sert? Voilà, ça reviendrait au même, parce que peut-être que là, dans ce cas-là, je vais payer plus d'impôts et tout ça. Et au final, en fait, je suis pas sûre que je m'y retrouve. Mais par contre, au niveau stress, c'est sûr que j'en aurai beaucoup plus. Ouais, c'est certain. Et puis moi, j'aime travailler toute seule aussi dans mon atelier, j'aime arriver et être toute seule toute la journée. Donc, c'est-à-dire avoir quelqu'un dans mon atelier, non, en fait, je peux pas. J'en ai pas envie. Ouais. Bon, ça, voilà, un super cheminement. J'espère que ça vous parlera aussi, enfin, que ça contribuera à votre réflexion si vous êtes un peu dans le même cas, à se demander est-ce qu'il faut croître ou pas, est-ce qu'il faut développer encore plus ou pas.
Parce que ça me fait penser aussi, tu sais, il y a des personnes qui vendent, comment dire, plutôt avec des ventes éphémères, toi, en se disant, bah, je fais un stock et puis après, je vends tout à ce moment-là. Et donc, bah, il y a souvent ça se vend très très vite. Et bah, moi, je me dis, bah, c'est chouette finalement, c'est une bonne manière de distribuer ses créations, son travail. Euh, mais ça veut dire qu'on peut pas, enfin, on peut pas passer à l'échelle, on peut pas faire plus, on peut pas. Toi, ça fonctionne pas. Mais en même temps, si ça fonctionne comme ça, il n'y a pas forcément besoin de faire plus à chaque fois, quoi. Alors moi, c'est comme ça que je fonctionne. En fait, moi, je l'ai pas voulu à la base. Moi, c'est quand je défournais, je mettais mon site internet à jour au niveau des stocks. Et en fait, je prévenais soit par story, je sais plus à l'époque comment c'est sur Instagram, mais je disais, bah voilà, tiens, je suis en train de défourner, hop, je vais mettre en stock. Et j'avais plein de gens après qui disaient, ah, mais je suis pas là, je suis pas connectée, c'est la journée, je travaille, je suis pas sur les réseaux sociaux. Donc j'avais dit, bon, bah, la prochaine fois, je préviendrai quand je mettrai en stock. Ouais, quand tu fais une vente. Voilà, et ça s'est fait comme ça, que maintenant, en plus, j'essaye de faire des ventes pendant 21 heures pour que les gens soient vraiment là, disponibles, les enfants sont couchés. Et ça se fait comme ça parce qu'en fait, tout se vend assez rapidement. Et c'est pas forcément quelque chose que j'ai voulu, parce que les gens sont frustrés parce que ça part trop vite et tout, mais bon, moi, je n'y suis pour rien. Mais c'est vrai que des gens qui, des fois, arrivent sur mon compte, hop, veulent acheter, en fait, non. En fait, tu peux pas parce qu'il y a du stock qu'à un instant T précis. Oui. Mais moi, au niveau organisation, en tout cas, ça me convient très bien parce que ça me permet, en fait, de ne faire des colis qu'une fois de temps en temps et pas de faire tout le temps des colis, ce qui est pas très pratique dans la céramique parce que voilà, ça prend de la place. Ça veut dire être dans les cartons, ça veut dire faire un aller-retour à la poste, que ce soit ponctuel, c'est aussi très bien. Ouais, d'accord. Et puis c'est vrai que toi, tu as cette étape. Alors peut-être que tu peux nous raconter un petit peu après, mais c'est la cuisson dans le four, c'est l'étape ultime ou tu as encore d'autres choses après? Parce que mon idée, c'était de dire, bah, finalement, tu mets tout dans le four au même moment parce que ce sont des grands fours, donc on voit bien sur ton compte Insta, c'est des grands fours où tu mets plein de pièces. Et donc, à un moment donné, tu défournes tout en même temps et donc tu as toutes tes pièces au même moment finalement. C'est pas comme si tu produisais, tu avais tes pièces finies les unes après les autres et tu pourrais les mettre en ligne progressivement. Là, finalement, tu as toutes tes pièces au même moment. Exactement. Et donc, c'est la dernière étape, le four. Oui, voilà. C'est peut-être, voilà, il y a des gens comme toi qui n'y connaissent rien, donc peut-être juste je remets les bases de la céramique, qui n'y connaissent rien, excuse-moi, je voulais pas te... Non, mais t'as raison, je connais rien. Mais dans la grande majorité, et pour la porcelaine, on fabrique donc la pièce, que ce soit par modelage ou par tournage. Elle sèche. Une fois qu'elle est sèche, il y a une première cuisson à peu près à 900 000 degrés. On défourne. Là, on applique un émail. Donc un émail, ça peut être un émail quelque chose de transparent, brillant. Ça peut être quelque chose de coloré. Ça peut être quelque chose de mat. On cuit une deuxième fois, donc à 1250, 1300 degrés. Et là, la pièce est terminée. De bout en bout, ça te prend combien de temps parce que donc en fait, tu travailles un peu en ce qu'on appelle en série, mais en bulk un peu, si tu fais tout en même temps finalement. Oui. Moi, j'ai appris, j'ai fait un CAP tournage et j'ai appris à travailler en série. C'est-à-dire que quand on me demande combien de temps ça vous prend faire un mug, j'en sais rien du tout parce que moi, je fabrique pas un mug, je fabrique 30 mugs. Plus 10 vases, plus 40 bols, plus tout ce qui va, en fait, aller dans un four. Donc, je sais exactement le nombre de pièces que je peux mettre dans un four, mais je ne fabrique pas une pièce en particulier et il y a plein d'étapes différentes. Parce qu'en gros, j'ai fini déjà avant de tourner, il faut que je pétrisse, que je prépare mes boules de terre. Donc pareil, j'en prépare pas une, j'en prépare pas 10, je vais en préparer 20 ou 30 boules. Je vais tourner mes 30 pièces d'un coup. Ensuite, elles vont sécher. Ensuite, je dois passer un coup d'éponge pour les nettoyer. Donc là, je vais nettoyer mes 30 pièces. Ensuite, il y a un décor à appliquer. Donc là, je vais appliquer sur mes 30 pièces, je vais enfourner mes 30 pièces, je vais défourner, voilà. Tout ça se fait en série. Et au niveau du temps, j'ai calculé qu'il me faut à peu près 3 semaines de fabrication. Et il y a 1 semaine de cuisson, même si là, j'ai fait une nouvelle collection qui est donc en mono-cuisson, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule cuisson, donc je gagne énormément de temps. Parce qu'en fait, une fois que c'est cuit, il faut attendre 24 heures que le four refroidisse avant d'ouvrir. C'est pas comme une tarte qui, une fois qu'elle est cuite, on peut la sortir du four et c'est bon. Parce que quand un four est à 1200 degrés, il faut qu'il redescende, mais comme il est rempli,
il met beaucoup de temps à refroidir. Ces 3 semaines là, par exemple, je vais essayer en une semaine de faire ce que je fais normalement en 3 semaines. Donc ça peut dépendre énormément de mon énergie. Oui, parce que du coup là, s'il faut que tout soit prêt pour dimanche, on est mardi. Voilà. Il va falloir que tu boostes. Voilà. Mais bon, sachant qu'on est en été, je peux prendre ce temps-là parce que les pièces, elles sèchent très vite en été. Chez nous, là, il fait très chaud, il y a du vent, donc voilà, je peux gagner facilement 2-3 jours de séchage. En plus, je suis en monocuisson, donc voilà, je gagne aussi 2-3 jours. Donc voilà, tout ça cumulé fait que j'y arriverai. Bon, eh ben écoute, top. Bon, on te déteste juste quand t'as dit qu'il fait très chaud chez toi. Je crois qu'on est tous globalement, mis à part la Côte d'Azur, on est toujours tous un peu dans une météo capricieuse, on va dire. Oui, j'ai eu mes vacances là, fin juin, début juillet. J'ai traversé le sud-ouest de la France. J'ai bien vu le temps. Les pulls qu'on n'avait pas du tout pris à la base et qu'on a dû acheter sur place parce que c'est vrai que nous, à partir du 15 juin, c'est l'été. Mais voilà, on pense très fort à vous. Mais c'est vrai qu'ici, c'est l'été, oui. Ouais, bon, c'est gentil en tout cas de penser à nous et à tous ces gens qui n'ont pas le beau temps encore au mois bon, là on est début août, mais ouais. Bon, tout à l'heure tu disais que tu sortais une nouvelle collection tous les ans. Est-ce que il y a des pièces, comment dire, permanentes, des choses où tu fais toujours la même chose, enfin que toi tu as un petit stock un petit peu de base ou des collections qui restent, ou alors tu changes vraiment toute la collection, toutes tes pièces tout le temps? Alors, je change tous les ans parce que au début, c'était pas du tout quelque chose que j'avais prévu, mais au début, moi, je faisais une collection avec des petites fleurs. Bon, j'avais plusieurs autres collections à côté, mais la collection principale était avec ces petites fleurs. Et au bout de 5 ans, en fait, je me suis vraiment dégoûtée de mon travail. J'en pouvais plus et j'ai mis du temps à me rendre compte qu'en fait, ce que j'en pouvais plus, c'était de faire des petites fleurs. Et j'ai totalement changé. Voilà, j'avais refait entièrement mon magasin, un autre univers, d'autres pièces. Et j'avais toujours ce dont je t'ai parlé à côté, les porcelaines box que j'adorais parce qu'en fait, à chaque box que je sortais, à peu près tous les 2-3 mois, je faisais un univers totalement différent. Et j'aimais bien parce que ça me faisait totalement changer de mon quotidien. Et je me suis dit qu'en fait, c'était ça qui me plaisait. C'était de changer et de pas du tout être dans la routine, toujours la même chose. Parce que la plupart des potiers travaillent comme ça, travaillent une certaine manière et la gardent, alors pas toute leur vie parce qu'ils changent et ils évoluent énormément. Mais c'est vrai que souvent, on va voir un potier sur un marché, on reconnaît son travail, on n'a même pas besoin de voir sa tête au-dessus, on sait à qui est ce travail. Et moi, donc il y a 5 ans, voilà, j'ai changé de collection et tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de changer tout le temps parce que déjà en vendant sur Internet, les gens ont quand même le même réflexe que sur d'autres sites Internet, c'est-à-dire que si au bout de 5 ans, la personne revient sur le site Internet et il y a toujours la même chose, c'est quand même assez lassant. Et en plus, je travaille avec des gens, moi, dans une zone très touristique. Et il y a des gens qui ont l'habitude de revenir tous les étés à la même période. Et je voulais leur proposer un petit peu autre chose. Donc voilà, tout ça mélangé dans ma tête, je me suis dit, voilà, je vais changer de collection. Alors au début, je m'étais pas dit tous les ans, mais je me suis rendu compte, sans vouloir vraiment le faire exprès, que à peu près à la même période, avant l'été, j'ai envie de changement. Je pense que c'est au niveau du printemps, tout le monde a envie de changement. Il y en a qui vont se couper les cheveux, moi je change de collection. Et voilà, je fais ça. Et par contre, je change tout. Alors je garde toujours les mêmes pièces parce que c'est les pièces qui plaisent et qui me plaisent. C'est par exemple un bol, un mug, une petite tasse et un vase. Voilà, c'est souvent à peu près ces pièces que je vends, mais je change complètement de thème et d'univers. Et je fais aussi ça en fait parce que j'ai envie de plaire à tout le monde. J'ai envie de plaire à tous les styles, donc aux gens qui aiment le bleu, aux gens qui aiment le rose, aux gens qui aiment le blanc. Voilà, d'année en année, j'ai envie de plaire à tout le monde. Et moi, j'ai pas du tout envie de me lasser de mes pièces. Ok, ouais, je comprends, mais et puis enfin, c'est intéressant de voir aussi le fait que au départ, tu pensais pas travailler de cette manière-là, et puis finalement, ça se fait finalement un petit peu voilà, encore une fois, par cheminement, par progression. C'est intéressant d'avoir ce point de vue-là aussi. Tu sais, parce que des fois, en fait, souvent, on voit le résultat, mais on voit pas tout ce chemin. Et donc, voilà, là, de se dire, enfin, ça permet de comprendre typiquement les ventes éphémères là dont je te parlais. Et c'est vrai qu'il y a ce côté un peu frustrant quand on est de l'autre côté, mais qui finalement, donc frustrant parce que tu dis, ah bah en fait, il y avait une fenêtre de 10 minutes pour acheter, et donc Ouais. c'est compliqué.
de l'expliquer, ça permet de comprendre aussi ce qu'il y a derrière et puis de valoriser ton travail aussi et de se rendre compte de la réalité, quoi. Et puis Oui. souvent, voilà, c'est des personnes qui sont seules, etc. Donc c'est compliqué. Et puis qui ont une vie de famille, enfin, voilà. Donc c'est bien d'avoir un peu l'envers du décor, quoi. Et tu vois, les ventes éphémères, c'est frustrant donc pour les gens qui veulent acheter, mais c'est aussi extrêmement frustrant pour moi. C'est pour ça qu'à un moment, j'ai voulu être plus que moi à fabriquer, parce que moi, après, j'ai des messages de gens qui me disent oui, mais moi, je veux acheter, mais il n'y a jamais de stock et tout. Mais moi, j'aimerais bien qu'ils puissent acheter, j'aimerais bien leur faire plaisir, j'aimerais bien leur vendre mes pièces. Mais en fait, j'ai pas la possibilité parce que je suis toute seule pour tout faire. Et que ça s'est mis comme ça parce que voilà, les gens achètent vite et qu'il y a très peu de pièces. Alors des fois il y a des gens qui disent mais il y a déjà tout qui est vendu, mais oui, mais parce qu'en fait il y a pas non plus énormément de pièces. Il va y avoir 30 mugs. Alors imaginez 30 mugs, ça fait peut-être 20 personnes parce qu'il y en a qui en achètent deux et tout, et en fait finalement c'est très peu, mais c'est pas grave parce que j'en fais quand même régulièrement et puis ça reste que de la poterie, c'est pas grave. Des fois je réponds aussi à des gens qui sont très frustrés, je leur dis vous savez, c'est pas très grave, c'est juste de la poterie, hein, faut pas non plus Ouais. Oui, il y a pas mort d'homme, quoi, comme on dit un peu, voilà, rapidement. Mais bon, oui, je comprends. Mais c'est vrai que comme c'est alors, j'allais dire c'est un achat compulsif parce que c'est souvent ouais. un peu la déco, etc. Ça fait partie des choses qu'on achète un peu comme ça, pas sur un coup de tête, mais un peu quand même. Mais du coup, potentiellement, c'est des personnes qui attendent depuis longtemps, et donc eux, c'est plus un coup de tête, c'est vraiment dès que c'est là, ils se jettent dessus, quoi. Alors, ce que j'avais peur, parce que je veux pas du tout pousser à la consommation, moi, c'est pas du tout ma manière de fonctionner, et j'avais peur que en faisant des ventes comme ça, justement, les gens se disent c'est maintenant qu'il faut acheter, donc il faut que j'achète. Ou alors c'est tout le monde achète très vite, il y a plus rien en stock, ça veut dire que moi je le veux parce que tout le monde le veut. Et ça, c'est quelque chose que je veux pas du tout créer. Donc c'est pour ça que j'explique vraiment tout le temps mon cheminement de fabrication, le fait que là, à cet instant, il va y avoir la vente, donc je préviens bien à l'avance parce que les gens sont pas non plus tout le temps connectés sur Internet. Donc j'envoie des newsletters, je mets sur les réseaux sociaux et tout ça. Et après, je préviens, ne vous inquiétez pas, dans un mois et demi, je refais une vente. Et voilà, parce que j'ai pas du tout envie de créer une consommation que les gens n'auraient pas du tout eu envie. Et ensuite, en même temps, je me dis, bon, cette manière de fonctionner, voilà, les gens, ils arrivent sur mon compte Instagram, ils se disent, oh, il est joli, oh, je vais acheter un truc. Bah non, en fait, c'est pas grave, prends le temps parce que finalement, la vente, elle a lieu dans un mois. Donc peut-être t'as le temps de réfléchir avant d'acheter ce mug à 40 euros que peut-être là, t'as pas trop les moyens de t'offrir et que ce serait bien d'attendre dans 2 mois. Voilà. Oui, c'est intéressant, ouais. Oui, tu as cette réflexion aussi, ouais. Et alors, faire de la vente en ligne avec des objets qui cassent, est-ce que c'est compliqué au niveau de la logistique, et est-ce que tu vends très très loin? Est-ce que tu vends que en France ou est-ce que tu vends un peu plus loin? Alors, c'est très compliqué de vendre des choses qui se cassent. Maintenant, je suis rodée et je sais emballer mes pièces, même si hier, j'ai eu une très très mauvaise expérience de pièces arrivées complètement cassées. Mais maintenant, j'ai très très peu de casse sur mes envois de commandes. C'est vraiment très rare parce que voilà, maintenant, je suis rodée, je sais comment emballer, je sais comment la poste gère les colis. Et je vends que en France, en Suisse et en Belgique. Alors bientôt, je ne vendrai plus en Suisse parce que malheureusement, c'est un petit peu compliqué pour les douanes. Mais je ne veux pas ouvrir à plus parce que déjà que je n'arrive pas à vendre, enfin, je n'ai pas assez de pièces pour toute la France. J'ai pas besoin d'ouvrir aux autres pays. Et des fois, j'ai des demandes de gens, voilà, je vis en Espagne, je vis en Italie, je vis aux États-Unis, et j'aimerais bien acheter vos pièces. Et je réponds que non, parce qu'en fait, des potiers, il y en a dans le monde entier. Et je n'ai pas besoin de créer ce CO2, on va dire, en plus, cette énergie en plus pour faire traverser mes Ouais, je comprends. pièces à travers des kilomètres, alors que peut-être à côté de chez elles, pas très loin, il y a des potiers qui sont là, qui évidemment ne font pas les mêmes pièces que moi, mais peut-être leur plairaient, et que moi, elle m'a trouvé parce que je suis sur Instagram, je suis visible, mais peut-être que les potiers, faut aller les chercher parce que des potiers, il y en a partout. C'est vraiment un métier mondial et il y a partout. Et voilà, vendre à l'international, pour moi, ça n'a absolument aucune raison d'être parce que j'ai pas besoin de faire voyager mes pièces, alors qu'en fait finalement j'ai des clients qui sont là pas très loin en France, et je vis très bien comme ça, et je pense que c'est vraiment une question à se poser. Est-ce qu'on a besoin d'acheter un produit qui se trouve à des milliers de kilomètres alors que quelqu'un le fabrique peut-être dans le village juste à côté? Ouais, c'est hyper intéressant, et je partage complètement, et j'adore le fait que tu te dises ça, quoi. C'est extra. Parce que souvent, encore une fois, on veut toujours plus.
Et, oui. et de se dire, en fait, j'ai vendu, effectivement, je sais pas, au Chili ou en Australie, tu te dis, ah, putain, c'est trop cool, quoi. Mais effectivement, ouais, ta démarche, elle est hyper raisonnée, hyper réfléchie, et c'est hyper intéressant. Et je pense que les potiers, tu vois, beaucoup de potiers, sans même s'en rendre compte d'ailleurs, ont cette démarche finalement. Parce qu'ils vendent sur des marchés de potiers. Des Oui, donc marchés de c'est toujours potiers, local. voilà, c'est toujours très local, mais parce que ça leur viendrait pas à l'idée. Alors même s'il y en a des commandes sûrement pour le Japon et tout ça, ça n'a pas de raison d'être puisque eux ils sont ici, ils ont pas besoin d'aller vendre leurs pièces je ne sais où, alors qu'en fait il y en a des potiers je ne sais où. Voilà, Ouais, envoyer des pièces au Japon, pour moi, il y a plein de potiers au Japon. J'étais au Japon et il y a des pièces absolument magnifiques. Donc, il n'y a pas de raison d'envoyer des pièces au Japon. oui, après le style sera forcément différent. Parce que Oui, ton mais c'est pas parce style, qu'il est différent qu'il plaît moins. Et justement, peut-être ouais. qu'en allant chercher des potiers pas très loin de chez eux, peut-être qu'ils découvriront un autre style qu'ils aimeront encore mieux. Peut-être que moi, ils aiment mon style parce que j'ai bien mis en scène sur Instagram et tout, mais qu'au final, peut-être que le petit potier qui a sa petite boutique, en fait, il vous plaira encore plus parce qu'en plus, vous aurez rencontré la personne. Ouais. Vous aurez manipulé les pièces et vous aurez encore plus de coups de cœur et encore plus de souvenirs qu'une pièce que vous avez achetée sur Internet. Là, je suis en train de descendre ma manière de vendre. Mais moi, par exemple, je n'achète pas de poterie sur Internet. Je pourrais pas acheter de poterie sur Internet. J'achète des poteries que dans des marchés de potiers. Parce que j'ai besoin de parler avec la personne et d'avoir un souvenir de l'endroit où j'étais quand j'achète quelque chose. Ouais, je comprends. Non, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que enfin, bon, moi je suis assez sensible aussi à tout ça, donc forcément ça me parle beaucoup. Et je me dis que c'est vers ça qu'il faudrait qu'on tende, mais bon. Ça a été l'avantage du confinement et du Covid, c'est que tout d'un coup, moi, par exemple, je suis dans une région où c'est que des étrangers qui viennent en vacances. Et là, l'année dernière, j'ai eu 99% de Français, et encore cette année. Et je me dis, c'est dingue, parce qu'avant, donc les Français ne partaient pas en France, alors qu'en fait, tout le monde est en train de se rendre compte que la France est un super pays, et que, en effet, on a plein de petits artisans, on a plein de trucs très très sympas, et qu'on n'est pas obligé d'aller chercher à des kilomètres des choses bien, quoi. Ouais, c'est sûr. Et alors c'est pour la même raison que tu voulais pas dès le départ vendre à des concept stores, à des revendeurs? Ou c'est Euh, différent? c'est parce que je voulais garder mon univers et j'aime bien le côté où j'ai mon magasin, où je mets moi-même mes pièces en scène et où je peux expliquer. Donc, par exemple, dans le magasin, je parle avec les gens, j'explique comment je fabrique. Là, maintenant, ils voient mon atelier. Et sur Internet, j'explique tout sur Instagram. C'est comme si les gens venaient dans mon magasin Instagram. Et là, vendre à un concept store, ça veut dire que quelqu'un achète une pièce et c'est même pas que c'est moi qui l'ai fabriquée. Et moi, c'est pas du tout comme ça que alors peut-être un jour, hein, j'y viendrai. Si un jour j'ai plus envie de vendre sur Internet ou de faire des colis, ça m'a lassé. Mais non, moi j'ai besoin enfin c'est un peu la base du travail du potier, c'est que c'est mes mains qui ont fabriqué, mais il y a toute une histoire derrière. Ma collection, je l'ai créée parce qu'il y a une histoire, il y avait une envie, il y avait un univers. Et non, je veux pas juste vendre une pièce à quelqu'un que je sais pas où elle va être dans un concept store où j'aurais peut-être jamais été. Et la personne qui va l'acheter, je vais même pas, elle va même pas savoir qui je suis. Donc ouais, ça fait bizarre. Pour l'instant, c'est pas du tout quelque chose qui me convient. Ouais, d'accord. Ok, c'est intéressant. Voilà, moi je trouve ça génial d'avoir tous ces points de vue d'entrepreneurs créatifs, d'artisans, parce que c'est hyper riche de voir finalement qu'il y a plein de possibilités pour vendre. Il y a 2 épisodes, là, le 60 avec Passage Secret. En fait, elle a pas de boutique en ligne. Elle a pas de boutique, elle a pas de boutique en ligne, et en fait, elle vend. Et tu vois, typiquement, c'est le genre de choses où tu te dis de base, ça peut pas exister. Il faut forcément que tu aies un site web. Bah non, en fait, elles vendent tout sur Instagram et ça fonctionne très bien. Ah oui. Et ce Donc, qu'il faut surtout, c'est trouver ce qui nous convient, parce que moi, j'ai beaucoup de potiers maintenant, des jeunes ou des moins jeunes, hein, qui viennent me voir en disant alors, toi, t'as un compte Instagram, ça marche super bien, Internet, moi, j'y arrive pas, et puis poster des photos sur Instagram, ça me plaît pas. Et je dis le fais pas, hein. Moi, c'est c'est parce que ça. j'adore Instagram, j'adore poster des photos, envoyer des colis, ça me dérange pas et tout. Mais si toi, ça te convient pas, le fais surtout pas. Fais des marchés de potiers. Moi, le marché des potiers, ça me convenait pas parce que porter un stand lourd, attendre dehors, préparer un marché, puis on arrive et il pleut, bon voilà, t'as tout perdu. Voilà, c'est quelque chose qui me convenait pas du tout. Par contre, avoir mon magasin et vendre, et j'adore aussi faire mon site internet. J'aime beaucoup l'informatique, donc voilà, je suis allée vers là. Mais si ça ne convient pas, si ça me plaît pas, il faut surtout pas faire ça. Il faut surtout pas se forcer, et surtout, ça risque de pas marcher. Parce que quelqu'un qui se force à poster sur Instagram et tout ça, déjà la personne, je pense, ne va pas tenir. Parce que je l'ai déjà vu avec des amis, pendant un mois, ils se mettent à fond et puis en fait, ils arrêtent. Parce qu'en fait, c'est c'est pas leur une truc. charge et une corvée qu'un plaisir. Donc, faut pas
faut pas pousser plus loin. Et c'est là, aujourd'hui, en 2021, si t'es potier, tu peux vendre autre part que sur Instagram, sur Internet, voilà. Ouais, non, mais c'est extra. Alors, j'ai toujours une petite question. Enfin, elle n'est pas systématique, mais j'aime bien quand même la poser régulièrement. Si tu allais sur une île déserte et que tu peux emporter que quelques petites choses, qu'est-ce que tu prends? Sur une île déserte, donc il y a la mer. Oui, t'as la mer, t'as l'océan, t'as ce que tu veux. Je prends mon masque et mon tuba, c'est sûr. Parce que moi, j'adore nager. C'est mon kiff ultime. Donc, je prends mon masque, mon tuba, mon chapeau pour pas cramer. Et j'ai pas besoin de livres, même si j'ai beaucoup aimé lire à un moment. Je pense que rien faire et ne penser à rien, c'est pas mal. Parce que on a un peu une période, une époque où surtout, bah voilà, j'ai un enfant en bas âge et je pense que tous les parents savent de quoi je parle, mais le cerveau est toujours en train de penser à tout. Donc une île déserte où il y a rien à faire et rien à penser, c'est pas mal. Et tu t'ennuieras pas un petit moment, à un moment donné? Non, bah j'ai été non, j'ai été en Polynésie plusieurs fois parce que ma sœur vit là-bas. Et donc l'île déserte où il y a rien à faire, où il n'y a pas d'électricité, je connais. Et moi personnellement, non, passer 3 semaines sur une île où il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas une d'eau courante, j'en rêve. J'aime beaucoup et je ne me lasse pas du tout de rien faire et de regarder les poissons et voilà. Génial, tu me fais rêver là. Bon, moi je suis pas sûre de tenir 3 semaines, mais quelques jours. Ok. Et est-ce que tu arrives encore, enfin encore, parce que du coup comme c'est ton métier et que donc c'était ta passion, ton métier, tu fais quoi à côté pour décompresser? Et est-ce que tu arrives à ne pas travailler le week-end? Ah oui, alors ça c'est un truc, c'est très facile pour moi de ne pas travailler le week-end. Ouais. Déjà parce que dès le début, moi, mon atelier est un atelier boutique où j'ai eu des horaires de magasin. Donc au début, j'étais ouverte du mardi au samedi de 10h à 18h. Et c'est compliqué pour moi à 19h de ramener mon tour de poterie chez moi. Donc Ça a un avantage. voilà. Et donc là maintenant, mes horaires ont beaucoup changé parce que je ne travaille plus le samedi pour m'occuper de mon fils. Et en fait, non, je ne travaille pas du tout le week-end. Je n'ouvre pas mes mails et je ne poste pas sur Instagram parce que mon fils, par exemple, dès que je sors mon téléphone, il veut regarder mon téléphone. Ouais. Il veut savoir ce que je fais ou alors il aime pas du tout. Donc clairement, mon téléphone, je m'en sers très très peu le week-end. Et puis voilà, bah je peux pas. Alors je viens là par exemple dimanche, je vais travailler, mais parce que c'est l'été, parce qu'il y a une fête dans la ville et que c'est super et qu'on va inviter des copains et que là mon métier c'est plus une passion. Voilà, donc je sais vraiment couper les deux et ne pas du tout travailler. Ça, c'est un truc, j'ai jamais eu de problème là-dessus. Je suis pas D'accord. obsédée, j'adore mon travail, je suis très contente quand je reviens de vacances, je suis impatiente de revenir à mon atelier, mais j'aime beaucoup aussi ne plus du tout faire. Moi, j'ai pris 7 mois de congé maternité où j'ai pas du tout touché la terre. Et, Ah ouais. ça m'a pas manqué et voilà, j'en avais envie, donc voilà, j'adore mon métier, mais je sais très bien m'en passer. Ouais, d'accord. Bah c'est chouette. Et tu fais quoi comme est-ce que tu as des loisirs créatifs par exemple? Est-ce que tu fais autre chose de tes mains quand tu travailles pas? Oui, j'ai du mal à garder mes mains dans les poches et je fais plein de choses. J'aime beaucoup la couture, je fais du crochet, j'aime bien repeindre mon appartement aussi. J'aime beaucoup faire des travaux et tout ça avec mon chéri, on bricole beaucoup. J'aime énormément le jardinage. Voilà, je fais beaucoup de choses et tout. Je me suis mise au puzzle aussi récemment. Je me suis remise au puzzle. Mon fils a une passion puzzle et m'a redonné cette passion que j'avais il y a quelques années. Après, par exemple, non, je ne fais pas de dessin ou de choses comme ça parce que je déteste dessiner. J'aime pas trop peindre et tout ça, donc ça je fais pas. Mais ouais, j'aime beaucoup coudre en tout cas. Et alors qu'est-ce que tu couds? Alors, beaucoup moins depuis qu'il y a mon fils, mais par exemple quand j'étais en congé maternité, je lui ai cousu des vêtements, plein de trucs et tout ça. Quand il faut faire des ourlets, je fais des ourlets, je fais des sacs à main. Ouais. Je me suis fait une période des vêtements aussi. Bon là, voilà, sortir la machine à coudre et faire de la machine à coudre pendant qu'il fait la sieste, c'est un peu compliqué parce que ça fait du bruit. Ouais, c'est un peu le problème. Oui, C'est un des seuls problèmes de la couture d'ailleurs. Je trouve voilà, que c'est ouais, le c'est le bruit de bouclage. la machine à coudre. Mm, mm. Mais ouais, une période, je me faisais des vêtements et tout ça et j'aimais bien. Ok, Voilà. bon, bah, génial. Mais c'est voilà, c'est toujours intéressant, je trouve, d'avoir évidemment les coulisses des entreprises qu'on aime suivre, et puis d'en savoir un petit peu plus sur le côté un peu plus perso. Alors c'est pas intime, mais c'est juste voilà ce qu'on fait en dehors du travail, et c'est chouette. Et C'est chouette. j'aime bien rien faire hein, parce que nous, comme je te dis, en fait, on vit dans le sud
Et dans le sud, on glandouille un peu sur la plage et tout ça, donc voilà, je fais aussi énormément d'apéros où je ne fais rien du tout. Et en fait, c'est pas grave de rien faire. C'est même très très bien de rien faire. Mieux on sait rien faire, mieux on fait après. Ouais, on va méditer ça. Moi, j'ai quand même un peu du mal à ne rien faire. Toi, au moins juste un bouquin, quoi. Un bouquin sur la plage, je trouve ça cool. J'aime bien. Mais alors, parce qu'on a en France, tu sais, c'est bien, il faut lire. C'est vrai que c'est bien. On a une belle image du livre, mais c'est bien aussi des fois de poser le livre et de laisser. Tu sais, souvent on dit que les enfants, là où ils sont les plus productifs, c'est quand ils s'ennuient parce qu'ils sont dans l'imagination et tout. Et nous, il faut qu'on le garde aussi. Il faut apprendre à juste regarder les vagues, ou si on n'est pas dans les vagues, on regarde les nuages ou on regarde la pluie qui tombe sur une fenêtre et ne rien faire, même lire, même si c'est positif de lire, c'est aussi super important de rien faire. De laisser son cerveau un peu juste regarder une goutte d'eau qui se balade sur la vitre. Bon, je vais appeler mon patron cet après-midi, je vais lui dire bon, en fait, je vais regarder les gouttes tomber. Les nuages, là, ils sont bien gris. Je vais voir si des fois, ils vont pas changer de couleur dans l'après-midi. Non, mais t'as raison, hein, je suis d'accord avec toi. C'est bien aussi de rien faire, mais c'est toujours un peu difficile, un peu culpabilisant. Tu vois, tu regardes autour de toi, tu dis oh là là, tout ce que j'ai à faire. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est bon, je ne fais rien pour après être hyper productif. Et là, au moins, tu culpabilises pas. Tu dis, en fait, si je fais rien, là, c'est super bien. Pendant 1 heure, je fais rien, comme ça, après, je serai hyper productive. Et ce qui est vrai, en plus, hein. Après, on est hyper productif quand on n'a rien fait. Mais faut surtout pas culpabiliser. En fait, on a le droit, être humain, de rien faire. C'est pas grave, même dans une société de consommation. C'est pas grave de rien faire, hein. Ça en fait pas quelqu'un de fainéant. Ouais, très bien. Pour terminer, Justine, de quoi tu es la plus fière? De quoi je suis la plus fière? Je dirais, tu vois, maintenant, donc ça fait 10 ans, cette année que j'ai ouvert mon magasin, mon atelier. Je dirais que je suis fière d'avoir toujours autant de plaisir, voire même plus qu'avant de venir travailler. Parce que voilà, j'ai beaucoup de gens dans mon entourage ou des jeunes qui, dans leur métier, se plaisent plus. Moi, j'ai 32 ans, donc c'est un peu l'âge charnière où on se pose des questions sur sa vie et tout. Et je me dis que moi, je kiffe toujours autant mon métier, voire même plus qu'avant. Et ça, je suis super fière parce que c'est malheureusement pas donné à tout le monde d'être super heureux dans son travail. Ouais, c'est clair. Ouais. Et puis, en plus, tu vois, le confinement, le Covid, tout ça a rajouté une couche de réflexion à tout ça, je trouve. Et Et puis bon, le temps qui passe aussi pour chacun, j'imagine. C'est pour ça que oui, comme tu dis, 30, 40 ans, c'est souvent la période un peu charnière, comme tu dis, un peu de reconversion, tu réfléchis et Donc toi, t'es toujours aussi bien dans ton métier. Même de plus en plus, parce que là, tu vois, je viens de déménager, donc je suis dans un nouveau lieu que j'aime encore plus qu'avant. Donc tu vois, j'ai encore plus la patate de venir travailler le matin, d'ouvrir le magasin, d'être dans cet atelier. C'est chouette. Ça fait envie d'avoir la même énergie. Bon, écoute, super. Merci 1000 fois, Justine, de tout ce temps, parce qu'en plus, on sait que tu as une deadline à respecter pour dimanche, alors chaque minute est comptée. Bon, je serai encore plus efficace cet après-midi. Voilà, tu vas être hyper productive. Bon, écoute, merci beaucoup, et puis à bientôt, et on te suit sur Instagram, et on se précipite pas sur les ventes, même si, enfin, sur chaque vente que tu organises, même si évidemment, on peut acheter quand même, hein. Voilà, mais on prend le temps de réfléchir et de savoir est-ce qu'on en a vraiment besoin, est-ce qu'on a le budget, est-ce que c'est pas juste l'effet de mode, ou voilà, parce que peut-être en fait on n'a pas besoin de ce mug à 40 € et qu'on n'a pas les moyens. Très bien, non, c'est une démarche raisonnée qui fait sens, je trouve. Enfin, en tout cas, qui résonne en moi. Bon, merci beaucoup encore, Justine. À bientôt. Merci à toi. Me revoici. J'espère que les bruits de travaux chez mes voisins n'auront pas été trop pénibles. C'est l'inconvénient de l'enregistrement à distance. Je ne maîtrise pas tout, mais en même temps, sans enregistrement à distance, pas de podcast. Si vous ne connaissez pas encore les créations de Justine, je vous invite évidemment à aller les découvrir sur Instagram ou directement sur son site web, lespetitesporcelaines.com. Pour suivre les coulisses du podcast et mes réflexions autour de la création et de l'entrepreneuriat créatif, je vous donne rendez-vous sur Instagram. Mon compte est tout simplement Podcast Fait Main. Si mon travail autour du podcast vous plaît, vous pouvez me soutenir en parlant du podcast autour de vous ou sur Instagram,
en laissant une note et un commentaire sur votre appli de podcast ou en me soutenant avec quelques euros sur le compte Tipeee. Vous avez toutes les infos dans un épisode spécial ou directement sur mon site internet podcastfemain.fr. En parlant de site, n'oubliez pas que vous pouvez également laisser votre adresse email sur mon site, donc podcastfemain.fr, pour recevoir automatiquement un email à chaque publication d'épisode. Allez, à très vite et n'oubliez pas, prenez toujours du temps dans votre quotidien pour créer.